D'abord, je voudrais dire au nom de la NC13 qu'on est très content d'accueillir Maurice et Romain. Alors, je calcule tout à l'heure avec Maurice, ça fait. Je l'ai connu d'abord par ses textes avant de le connaître de visu. C'était mieux, non? C'était mieux, ouais. Non, mais Ça va tout le monde, je dirais. je me rappelle de Mémoire des luttes, donc c'est pas, ça fait au moins, ça fait plus de 10 ans, ça fait 15 ans sans doute. Et donc ça avait attiré mon attention parce que quand on voulait avoir des nouvelles de l'Amérique du Sud, sans passer par les clichés à la mode à l'époque, la dictature cubaine, le dictateur Chavez, etc., c'était assez difficile de trouver des informations qui donnaient des Américains du Sud, pas un point de vue idyllique sur telle ou telle personne, mais simplement un point de vue vu depuis les pays concernés. Et d'ailleurs, ça fait penser à ce qu'on connaît aujourd'hui sur la Palestine ou sur d'autres réalités, c'est qu'on parle de pays, en France, on est très fort pour ça dans nos médias, pour parler de pays étrangers à la place des gens concernés. Encore mercredi soir, moi j'étais une soirée avec un film sur la Palestine, avec que des gens qui sont plutôt des gens sensibles à la question palestinienne, défenseurs de la cause palestinienne, mais qui ont des informations très mauvaises sur la réalité, quoi. Et nous, on a la chance quand on peut contacter des gens. Là, en l'occurrence, c'était des gens du Moyen-Orient, du Liban, etc., des Palestiniens, mais d'avoir des échos qu'on n'a pas du tout en France. Et comme je leur disais à l'époque, il vaut mieux lire Time of Israel ou Haaretz, donc la presse israélienne, que lire la presse française. C'est quand même un paradoxe. Et ben là, avec l'Amérique du Sud, c'était pareil. Et donc, Maurice fait partie de ses camarades à l'époque, dans 11 millions, on prenait beaucoup de ses articles. Ça a aidé à avoir notre point de vue. Et bien, Romain qui est arrivé après, que j'ai connu un peu plus tard, ben c'est pareil. Quand on veut savoir un peu, il n'y a encore pas très longtemps, qu'est-ce qui se passe au Pérou, qu'est-ce qui se passe au Chili, je lui donne un point de vue, moi, depuis la France, ce que je comprends. Lui me donne le sien depuis l'Amérique du Sud, où il est 90% du temps. Et voilà, ça permet de ne pas dire des conneries, de ne pas parler à la place des gens. Et nous, alors, c'est d'autant plus important pour nous quand Romain m'a proposé de faire la conférence ici. Évidemment, sans même en parler au collègue, j'ai dit de suite oui, moi, parce que d'abord, je savais que tout le monde serait d'accord, ce qui a été confirmé après, mais parce que d'abord, quand on va dans la salle, on comprend que l'internationalisme, ça nous tient à cœur. Et on a toujours, même quand on a inauguré le local ici, on avait deux drapeaux, le drapeau de Cuba et le drapeau de la Palestine, qui sont les deux points vitaux de l'impérialisme états-unien. Et puis un troisième drapeau qui pour nous était important parce que ça on l'a découvert peut-être plus récemment, c'est le drapeau de la Corée, le drapeau de la Corée réunifiée, qui est un autre point d'ancrage de l'impérialisme états-unien, puisque là on vise la Chine, évidemment en Palestine c'est le Grand Moyen-Orient, et puis l'Amérique du Sud, c'est bien connu, c'est le jardin des États-Unis, et ça depuis plus d'un siècle maintenant, hein, c'était l'époque du Big Stick, de la doctrine de Monroe, etc. Toutes ces doctrines d'ailleurs qui ont été à l'origine de guerres et de partage du monde par les grands capitalistes. Donc voilà, pour nous c'était important que vous veniez donner cet éclairage-là. On pourra vous poser des questions parce qu'on a certainement beaucoup à apprendre de ce que vous savez, ce que vous vivez. Puisque c'est enregistré non seulement en Facebook Live, mais après ce sera enregistré et conservé par, je suppose, Mémoire des Derives, là. Ce sera bien qu'on l'ait comme document de référence par rapport, évidemment, avec l'actualité, avec ce qui vient de se passer en Bolivie, mais tout le reste qui se passe dans ce continent, ce sous-continent qui est quand même assez riche en expériences et diverses, desquelles on a à apprendre. Voilà, sans plus tarder, je passe la parole à Romain. Parle bien dans le micro et c'est bon. Bonjour, bonsoir. Alors merci d'être venus si nombreux à Marseille. Et merci à ceux qui nous regardent aussi en différé par les réseaux sociaux. Alors merci évidemment à l'ANC, merci à Charles de nous accueillir pour la 4e conférence anniversaire des Deux Rives, ce petit média qui essaie de mettre un grain de sable dans l'information dominante sur l'Amérique latine. Ça fait donc 4 ans que le média existe. Depuis 4 ans, c'est 950 articles
sur l'Amérique latine, 141 articles d'opinion, 194 reportages vidéo. On s'est adapté aussi parce qu'on lit plus de la même façon qu'il y a 10 ans. Les gens sont plus sensibles à des petits reportages vidéo ou des news. Donc on a essayé de s'adapter pour qu'il y ait une info différente sur l'Amérique latine. Donc depuis 4 ans, les derniers reportages qui ont été faits, alors il y a des conférences, il y a aussi des interviews, des présentations de livres, mais aussi des reportages de terrain. Un des derniers, donc j'en profite pour remercier aussi tous les donateurs des deux rives qui ont permis d'organiser un voyage de reportage en Argentine pour le premier tour des élections présidentielles, qui a été très riche, très suivi aussi, parce que ça a donné un autre point de vue sur l'accession du Milei au pouvoir, sur les quartiers populaires argentins, une autre vision de l'Argentine dans ce cas-là. Et d'ailleurs, je vais vous donner un scoop ce soir pour organiser peut-être dans le deuxième semestre de l'année 2024, c'est l'idée, sinon peut-être un petit peu plus tard, à organiser un voyage en Amérique centrale et particulièrement au Salvador, au Nicaragua et au Honduras. Pourquoi ces 3 pays et pourquoi pas d'autres? Ça serait bien de faire toute l'Amérique centrale, mais bon, on va au moins se contenter sur ces 3 pays. D'une part parce que le Honduras, il y a eu un changement donc avec l'élection de Xiomara Castro, une gouvernante progressiste, une présidente progressiste qui est en train de changer la face du Honduras. Le Nicaragua parce que tous les médias, y compris des médias de gauche, crachent sur le gouvernement sandiniste, alors que ce qu'on écoute depuis le Nicaragua est un véritable son de cloche, avec un gouvernement qui se préoccupe de son peuple, un gouvernement qui a véritablement changé la vie des Nicaraguayens et qui s'est affronté aux foudres de l'impérialisme avec une tentative de coup d'État en 2018, avec de nombreux morts, y compris chez les forces de l'ordre. Et puis, le Salvador, pourquoi? Parce que dans nos médias, il y a la figure montante de Bukele, Nayib Bukele, le président qui a été réélu récemment et qui est connu pour sa main de fer contre l'insécurité. Et donc, ça nous préoccupe, ça nous amène aussi à plusieurs questions. D'une part, parce que le Salvador avait le taux d'homicide pour 100 000 habitants le plus haut du monde. Il y a encore quelques années, c'était 106 homicides pour 100 000 habitants. Aujourd'hui, le pays le plus fort, le plus dangereux, on va dire, d'Amérique latine, c'est l'Équateur, avec 44 homicides pour 100 000 habitants. Imaginez le Salvador, avant que Bukele arrive, c'était le double. Et effectivement, il a, alors de manière assez forte et violente, on va dire, il a résolu le problème en foutant tout le monde en prison. Mais il y a tout un aspect du Salvador qui n'est jamais touché, qui est l'aspect économique, qui lui a stagné depuis l'arrivée de Bukele. Pourquoi? Parce que c'est l'ultralibéralisme ou l'anarcho-capitalisme tel qu'on le voit aussi dans d'autres pays d'Amérique latine. Et là, les défis de Bukele, parce que sur l'insécurité, tout le monde est d'accord, autant le grand patron que les habitants des quartiers populaires sont d'accord pour éradiquer la violence interpersonnelle, autant pour transformer économiquement le Salvador, le président Bukele va devoir faire des choix. Soit il s'appuie sur la bourgeoisie locale au détriment du peuple, soit il favorise le peuple, et là il aura quelques ennuis par rapport à sa bourgeoisie locale. Donc, c'est dans les starting blocks, grâce à vous qui nous regardez. Donc, continuez d'aller sur les deux rives, continuez de nous soutenir. On recherche aussi des collaborateurs pour le site. Ça, c'est quelque chose pour maintenir la pérennité du site, y compris quand, par exemple, moi je vais en reportage, pour que ça continue aussi d'alimenter des informations ou d'autres informations sur les 33 pays d'Amérique latine et des Caraïbes. Donc voilà, on a 4 ans, on fêtera ça avec vous tous. Il y a plusieurs gâteaux pour que chacun puisse avoir une part du gâteau d'anniversaire. Alors, le thème de cette conférence, l'année dernière, on avait choisi l'Amérique latine face au monde multipolaire. Donc, pourquoi? Parce que le monde est en train de changer et l'Amérique latine n'est pas sur les chemins tracés dans le monde occidental.
encore moins dans l'Europe occidentale. Et donc, à un autre rapport, on avait étudié ça l'an dernier. La vidéo est encore disponible sur le YouTube des Deux Rives ou sur le mien personnel. On mettra des liens de tout ça, bien évidemment. Et puis aujourd'hui, le thème s'est un peu imposé. On en avait discuté aussi en amont avec Maurice. Le thème d'aujourd'hui, c'est Amérique latine, attention, danger. Pourquoi attention, danger ? Eh bien parce que, on va dire, les belles années de l'Amérique latine du début de la première décennie du XXIe siècle, qui avaient amené plusieurs gouvernements nationaux populaires. Alors, je ne dis pas des gouvernements de gauche, j'espère que ça amènera un débat. Je préfère me contenter de dire des gouvernements nationaux populaires avaient, durant 10 ans, réduit la pauvreté, renforcé les services publics, renforcé le rôle de l'État, renforcé le rôle l'indépendance des pays, la souveraineté des pays par rapport aux États-Unis ou au monde occidental, ouvert la brèche par rapport à ce monde multipolaire naissant. C'est-à-dire avant qu'en Europe on parle de ce monde multipolaire, nous on le voyait en Amérique latine avec les forums Amérique du Sud, Afrique par exemple, qui réunissaient tous les chefs d'État d'Amérique du Sud et les chefs d'État d'Afrique. On le voyait avec des relations bilatérales qui ne faisaient pas plaisir à l'Occident. On pense par exemple évidemment à la pénétration de la Chine en Amérique latine, qui est passée de 200 millions de dollars d'investissement aujourd'hui à, si je ne m'abuse, 30 milliards. C'est devenu la Chine le premier partenaire commercial de la plupart des pays latino-américains, peu importe d'ailleurs la couleur politique des gouvernements en place. On avait vu aussi toute une alliance entre puissances moyennes, c'est-à-dire entre des pays d'Amérique latine et la Turquie, entre des pays d'Amérique latine et l'Iran, entre des pays d'Amérique latine et l'Afrique du Sud. C'est-à-dire que la naissance des BRICS, c'était quelque chose de réel avant que ça n'arrive ici en Europe. Mais ce modèle, donc, on est aujourd'hui face à un modèle d'un néolibéralisme en crise, un capitalisme financier en crise, d'une part, et d'autre part, ce monde multipolaire qui conteste à l'hégémonie états-unienne ou l'hégémonie occidentale son rôle de leader. Et face à ce changement, eh ben, on voit certaines crispations et le retour de ce que j'appelle les derniers mohicans du système, n'est-ce pas, qui sont les plus radicaux. Et donc, en Amérique latine, avant l'Europe, on verra d'ailleurs dans les prochains jours si l'Europe suit ou pas le mouvement qui a commencé en Amérique latine. Je rappelle que le néolibéralisme est né en Amérique latine en 1973 au Chili. Les réactions qu'il y a eu sont à prendre en compte. Et aujourd'hui, on voit fleurir des Milei, des Noboa, donc Milei en Argentine, Noboa en Équateur, Bukele au Salvador, Bolsonaro aussi au Brésil d'une certaine manière. Je rappelle que Bolsonaro a perdu les élections avec 49,5%, donc ce n'était pas un raz-de-marée contre sa proposition de gouvernement. Et donc on voit la naissance de ce que Milei appelle l'anarcho-capitalisme, c'est-à-dire le capitalisme le plus débridé, le moindre d'État, y compris dans des domaines régaliens qui normalement n'étaient pas touchés par la droite. Il y a tout un retour sur des thèmes, y compris des thèmes alors évidemment je dirais de sociétaux, mais pas seulement sociétaux, sur par exemple ce qui unit cette ultra-droite ou anarcho-capitaliste, c'est aussi la révision de l'histoire. On a ça par exemple avec Zemmour en France qui refait une histoire de l'Algérie, par exemple, ou des rapports franco-algériens, mais on a vu ça en Argentine, où, par exemple, Milei a rompu un tabou qui n'était jamais touché par la droite, qui était que l'Argentine revendique la souveraineté des îles Malouines. Or, pour Milei, les îles Malouines sont anglaises. Enfin, il y a tout le parti Vox en Espagne, par exemple, vante les mérites de la colonisation hispanique sur le continent. Donc, attention danger, c'est attention danger parce que le modèle dans lequel l'Amérique latine a vécu depuis 1973, mais qui est arrivé en Europe,
est en crise, il est en grande contradiction, et les personnes qui vont aller le défendre sont les personnes les plus radicales. Donc on est dans un changement de paradigme, mais pour faire du Gramsci de comptoir, parce que j'adore ça et je n'ai pas lu les milliers de pages des carnets de prison, donc pour faire du Gramsci de comptoir, disons que évidemment, lorsque le vieux monde se meurt et que le nouveau peine à naître, alors dans ce clair-obscur naissent les monstres, et ben on est en plein dedans. Et Amérique latine, attention danger, c'est le thème aujourd'hui, parce que, eh bien, comme je l'ai indiqué, donc il y a toute une proposition politique de retour en arrière, non, compris sur l'indépendance et l'autonomie des pays d'Amérique latine. Mais aussi, il y a d'autres préoccupations. D'une part, la difficile transition, on va dire, d'un extractivisme minier au développement industriel des pays. Alors, il y a eu beaucoup de débats à gauche sur l'extractivisme. Est-ce qu'il faut des mines? Est-ce qu'il faut arrêter absolument avec le développement minier? Ça, c'est un débat qui n'existe pas en Amérique latine, il faut bien être conscient. C'est un débat qui est complètement à la marge. Tout le monde est pour le développement minier, mais surtout de voir dans quelle mesure. C'est-à-dire il faut que l'argent pris à la terre, on va dire, parce qu'effectivement, il y a des impacts écologiques, ça, c'est pas à nier, que l'argent pris dans les entrailles de la terre puisse être le fer de lance d'une industrialisation et du développement de pays. Et là, on est encore aujourd'hui dans le développement d'un extractivisme minier aux mains des transnationales étrangères, ou le contrôle de l'État sur ces ressources naturelles pour l'industrialisation du pays. Je pense évidemment aux mines d'or, d'étain, de cuivre, au pétrole, bien évidemment, au gaz, mais je pense aussi au lithium, par exemple, dans le triangle du lithium, donc Argentine, Chili, Bolivie. On a vu avec l'exemple bolivien, par exemple, que les gouvernements boliviens ne veulent pas être pillés de leurs matières premières, mais veulent que les entreprises étrangères ou nationales transforment la matière première et qu'ils puissent exporter des batteries, des voitures électriques, des vélos électriques, etc. Non, il y a tout un pan aussi, comme je dis, attention danger. C'était le pan qui a été développé dans la première décennie du XXIe siècle, qui était le pan de l'intégration latino-américaine. De dire, avant de faire des accords bilatéraux, on est une région et nous allons penser, et nous penser comme région, c'est-à-dire développer des accords commerciaux, développer la création d'infrastructures en tant que région, pour se développer en tant que région, puisque cela aura un impact sur tous les pays. Et puis, ça a été remis en cause par ces gouvernements successifs qui se sont alignés sur la position des États-Unis, qui ont accepté de revenir à être le précaré des États-Unis. L'initiative de l'Union des Nations Sud-Américaines, UNASUR, a été torpillée. La CELAC, qui était la communauté des États latino-américains et caribéens, pour faire un pendant à l'Organisation des États américains, l'OEA, qui est appelé le ministère des colonies en Amérique latine, puisqu'il y a les États-Unis et le Canada dans l'OEA, mais ils ne font pas partie de la CELAC. Donc ces organisations supranationales ont été torpillées et donc doivent quasiment repartir de zéro pour reconstruire une intégration latino-américaine. Il y a plus d'intégration et de vision régionale en Afrique, par exemple, qu'il y en a en Amérique latine aujourd'hui. Ça, c'est évidemment aussi un problème. Donc voilà, aussi, attention, danger. Il y a eu aussi, on fait face aujourd'hui en Amérique latine à un changement du crime organisé. Jusqu'au début des années 2010, la délinquance dans la plupart des pays d'Amérique latine était le fait de groupes de délinquants nationaux, ancrés territorialement et qui répondaient à une logique, on va dire, entrepreneuriale, proche de la PME, n'est-ce pas? Là, ça a complètement changé depuis le début des années 2010 et on est face à une internationalisation du crime organisé avec des logiques qui se rapportent
aux logiques des transnationales. C'est-à-dire, vous avez des grandes holdings, on va dire, qui sont les cartels mexicains, par exemple, Jalisco, Nueva Generación ou Sinaloa, qui ont des alliés locaux, qui eux-mêmes se séparent les tâches, il y a une division sociale du travail, presque, avec des groupes qui sont là juste pour faire du tueur à gages, juste pour faire de la vente ou de la production de drogue. Donc, évidemment, quand on parle de drogue en Amérique latine, on parle principalement de la cocaïne, n'est-ce pas? Les 3 pays producteurs de cocaïne sont la Colombie à 65%, le Pérou à 20% et la Bolivie à 15%. C'est bon, j'ai ça? Oui. Et tout ça, en fait, s'organise selon des logiques du capitalisme le plus avancé, avec les impacts sur les populations. Qu'est-ce que c'est que les impacts? Les impacts sont les fluctuations des prix, comme par exemple le prix de la cocaïne a énormément baissé, d'une part pour la production, d'autre part par la concurrence du fentanyl aux États-Unis. Et il y a eu une réorganisation du trafic de cocaïne avec des groupes de plus en plus violents et qui, pour pallier la baisse du prix de la cocaïne, se livrent à d'autres activités, donc qui vont être le racket, qui vont être les kidnappings, et ça a un impact direct évidemment sur la population, avec des routes commerciales. Et donc il y a en septembre ou octobre dernier, en profitant du fait que deux des pays centraux, on va dire, dans ce jeu de trafic de drogue sont dirigés par des gouvernements indépendants, souverains et ayant une conscience au-delà de ce que les États-Unis peuvent dicter et de leur guerre à la drogue qui n'a pas marché. Donc sous l'impulsion du gouvernement de Petro en Colombie et de López Obrador au Mexique, il y a eu une conférence régionale justement pour établir des politiques de lutte contre le narcotrafic. Et il y a des idées qui sont nées aussi en Amérique latine, qui est: nous n'avons plus à payer avec des centaines de milliers de vies de nos jeunes parce que des pays en crise éthique, morale, qui sont les pays du Nord, ont besoin de se droguer. Et donc il y a aussi toute une réflexion là-dessus pour apporter des réponses différentes au problème du narcotrafic. Alors, qui dit narcotrafic dit trafic d'armes, bien sûr. Donc c'est pas qui dit narcotrafic dit trafic d'armes, dit groupes paramilitaires qui sont surarmés, entraînés et qui ont aussi un impact dans la vie politique des pays, et notamment des pays progressistes. On l'a vu par exemple lorsque Guaido s'est autoproclamé président du Venezuela. Ses soutiens principaux étaient les groupes narco-paramilitaires colombiens qui organisaient sa protection, etc. On voit aussi le développement de mercenariat, la pègre. Donc là, on peut le voir à partir de la Colombie. Je rappelle que c'est depuis la Colombie qu'est parti un groupe de mercenaires pour aller assassiner le président haïtien Jovenel Moïse. C'est aussi depuis la Colombie que sont partis des groupes de mercenaires et paramilitaires pour tenter d'envahir le Venezuela en mai 2020. C'est aussi depuis la Colombie que s'organisait toute l'opposition armée contre le gouvernement révolutionnaire de Chavez, de Nicolás Maduro au Venezuela. C'est aussi depuis la Colombie qu'a été organisé l'assassinat du candidat à la présidentielle équatorienne Fernando Villavicencio. Donc on voit qu'au niveau, on va dire, parapolitique, au niveau militaire, il y a des foyers de déstabilisation sur tout le continent. Et ces foyers peuvent bouger. Il y a aussi des foyers de déstabilisation politique. Le Pérou, qui a été le premier, il y a eu 15 jours, non, il y a eu un mois, une interview de l'ancien dictateur du Pérou, Alberto Fujimori, dans un journal où il disait « Ce que fait Milei et Bukele aujourd'hui, moi je l'ai fait il y a 30 ans ». Et dans un sens, il n'a pas tort. Le Pérou, c'est le berceau, presque plus que le Chili encore, de l'anarcho-capitalisme. Au Chili est né le néolibéralisme, au Pérou, plus rien n'est public. Et ça a induit aussi toute une mentalité dans la population,
du fait qu'il ne faut pas compter sur un État, et donc de tout un secteur des classes populaires qui ont adopté la mentalité et la vision de l'anarcho-capitalisme, y compris d'ailleurs si cela va contre leurs intérêts. Et au Pérou, donc c'était en avril 2023, il y a eu une réunion du groupe de Madrid. Alors, le groupe de Madrid, c'est toute cette ultra-droite mondiale, donc qui va de Vox à Zemmour en Europe, en passant par ce qui se fait pire en Amérique latine, donc Milei, Maria Corina Machado au Venezuela, Maria Fernanda Cabal en Colombie. Et donc tous ces gens-là se sont réunis à Lima. Donc moi, évidemment, je vois ça, donc j'y vais. Et alors, c'était très intéressant parce que j'avais l'impression d'être dans un congrès de Gramscistes, pour le coup. Alors, sans jamais nommer les phrases qui prenaient directement pied de Gramsci, évidemment, sans nommer le fait que Gramsci était le fondateur du Parti communiste italien, parce que là, ça ne collait pas. Et on est dans évidemment un anticommunisme primaire, mais au-delà du communisme, c'est un anti-collectivisme primaire. C'est une vision vraiment individualiste, d'individualisme méthodologique où l'État n'a pas sa place, tout simplement. Et ils étaient vraiment très conscients, de réécrire l'histoire, une histoire qui leur été favorable. Par exemple, Maria Fernanda Cabal définissait le massacre des bananeraies en Colombie comme une petite répression où il n'y a eu que 3 morts, qui étaient 3 syndicalistes de Moscou. Bon, voilà. Et ça, évidemment, ils ont des moyens, ils enseignent, ils ont des universités privées pour toucher, en fait, ce qui allait de soi encore jusqu'à maintenant, et ce qui était enseigné, et ce qui, finalement, donnait un socle commun, y compris d'ailleurs à des propositions capitalistes. Donc là, ils reviennent là-dessus, et ils ont défini le Pérou comme étant la forteresse. Alors pourquoi la forteresse ? Parce que il n'y avait pas une grande résistance. Alors il y a eu des plaques tectoniques politiques qui ont été bougées au Pérou avec le coup d'État contre Pedro Castillo. Mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui mettent la main à la poche. Et on a pu entendre par exemple Herman Terch du parti Vox dire que s'il y avait 4 entrepreneurs comme Ernesto Wong, qui est un grand entrepreneur péruvien en Espagne, il n'aurait pas à souffrir le communisme de Pedro Sanchez. Oui, le communisme de Pedro Sanchez, c'était les mots, c'est pas les miens. Je ne fais que répéter. Et donc, évidemment, si c'est la forteresse pour résister ou c'est la forteresse pour donner des assauts, non ? Et le fait que quelques années... Alors, ce qui a été d'ailleurs très drôle, parce que donc j'ai été faire des interviews de pas mal de gens sur place, notamment, petit truc qui va te faire rire Maurice, mais il y avait donc Maria Fernanda Cabal, qui est vraiment l'ultra-droite colombienne, et qui, dans son discours, dit il faut faire une union de résistance avec les résistants. Alors les résistants, c'est les anarcho-capitalistes, les résistants argentins, boliviens, il y avait la fille de Agnès, les résistants... les résistants colombiens, blablabla, et puis elle oublie un pays, le Venezuela. Donc évidemment, je vais la voir, je lui fais sénatrice, j'ai bien écouté votre discours, vous avez fait appel à toutes les résistances contre le communisme, mais vous en avez quand même oublié une, qui est la résistance vénézuélienne contre le chavisme. Et elle m'a répondu, oui, ce n'est pas un oubli, parce que l'opposition vénézuélienne est aussi corrompue ou pire que le chavisme. Donc, ambiance entre eux, n'est-ce pas ? Et j'avais aussi, donc ça va me permettre de faire une très bonne transition, j'avais interviewé le représentant de Milei, donc on est en avril, les élections sont en octobre, et donc j'étais allé le provoquer un petit peu, je lui ai dit, mais est-ce que vous n'êtes pas un petit peu communiste sur les bords ? Parce que finalement, il va y avoir certainement un deuxième tour entre la droite traditionnelle et le péronisme, et vous êtes en train de diviser la droite traditionnelle, et je pense que ça favorise l'émergence ou la pérennité du communisme en Argentine. Et le mec, très tranquillement, m'avait dit écoutez, pas du tout, parce que nous aurons certainement un deuxième tour entre la droite et nous, et nous allons gagner. Donc évidemment, on est en avril, moi je dis bon, c'est un taré.
Et puis Baltaré, c'était moi, parce que il avait raison, finalement. Donc, on a eu l'émergence de Milei, qui est un peu le stéréotype presque de ce modèle, qui aujourd'hui est en train de gagner du terrain en Amérique latine, avec toutes les implications que je vous ai dit donc, sur l'expansion du crime organisé. On voit par exemple en Équateur comment le renversement du modèle coréiste, c'est-à-dire un modèle de renforcement de l'État, de remettre l'être humain au centre des préoccupations. Bon, je n'ai pas à faire tout le détail, vous connaissez ça mieux que moi, vous militez pour ce genre de programme depuis plusieurs années. Mais comment le renversement de ce modèle-là a donné lieu à la conquête du territoire et des institutions par le crime organisé, par le cartel de Sinaloa, donc mexicain, par le cartel de Jalisco Nueva Generación, mexicain, et aussi, ils sont juste là, en Équateur, par la mafia albanaise, qui entretenait de très très bons rapports avec le beau-frère du président Lasso, et qui a permis à la mafia albanaise de s'ingérer là-dedans. Donc ça veut dire que tout le monde se tire dessus, et aujourd'hui c'est... Donc le modèle finalement de non-État amène ou renforce les problématiques que j'ai énoncées précédemment. Alors, évidemment, il y a quand même des lueurs. Je vais pas être non plus trop pessimiste. Il y a des lueurs, notamment avec la prise de pouvoir de Petro en Colombie, Xiomara Castro en Honduras, avec le maintien d'un gouvernement populaire malgré les crises internes en Bolivie, le fait que au Mexique, la présidente Claudia Sheinbaum a été élue sur évidemment la proposition de continuer la 4e transformation initiée par le président López Obrador, qui est d'ailleurs parti du pouvoir avec plus de 66% d'acceptation. Et puis évidemment, même s'il y a des crises internes, les pays révolutionnaires du continent, Nicaragua, Cuba, Venezuela, qui maintiennent le cap. Le Venezuela repart économiquement avec... donc ils vivent, Venezuela, Cuba et Nicaragua vivent des blocus infâmes, des blocus criminels qui ont pour but d'asphyxier la population pour les retourner contre leurs dirigeants. Dans le cas du Venezuela, donc, qui a extrêmement souffert, le blocus a provoqué la migration de plusieurs millions de Vénézuéliens, ça il ne s'agit pas de le nier. Néanmoins, depuis maintenant 2 ans, 3 ans, le pays est en train de sortir la tête de l'eau. Il a résolu son problème d'hyperinflation. Il est revenu à une inflation normale, c'est-à-dire à 2 chiffres pour le Venezuela. Mais surtout, là c'est important parce qu'il a résolu son problème d'hyperinflation en n'adoptant pas les recettes néolibérales préconisées par la Banque mondiale, le FMI, pour résoudre des problèmes d'hyperinflation généralement. Donc destruction des services publics, casse de l'État, généralement réajustement monétaire qui fait que les peuples vont souffrir. Et le Venezuela est en train de sortir la tête de l'eau, notamment par la production agricole et le fait qu'une industrie privée, publique, mais aussi beaucoup privée, est en train de naître des besoins du secteur agricole. C'est-à-dire qu'ils ont assaini leur base économique qui était complètement déstructurée évidemment par le pétrole. Le Venezuela souffrait de maladie orange, maladie hollandaise depuis des années. Et j'ai discuté avec le ministre de l'économie il y a quelques mois. Je publierai plus tard l'interview pendant le mois de juillet, avant les élections. Et il me disait que il y avait eu des bases au début du XXe siècle sur l'agriculture, l'industrie, mais que ces bases avaient été noyées sous une nappe de pétrole de la même manière que lorsqu'un barrage est construit, on inonde des villages. Et qu'aujourd'hui, avec le blocus, le pétrole s'était tari, et donc le village était réapparu, et il construisait sur ces bases-là un nouveau modèle économique. Alors le pétrole n'a pas disparu, le Venezuela produit aujourd'hui, ou exporte 1 million de barils par jour, c'était entre 2 et 3 sous Chavez, donc il repart, c'est-à-dire parce que le blocus c'est extrêmement fort, c'est-à-dire que plus personne ne peut acheter le pétrole vénézuélien sans l'accord des États-Unis.
pour que vous voyez la violence du blocus états-unien. Lorsque, en 2014, commence le blocus, le Venezuela exporte 100 dollars de pétrole. Jusqu'aux années 2020, il exportait 1 dollar. Je vais vous le faire en chiffres. Pour quelqu'un qui gagne le SMIC, c'est d'alimenter sa famille avec 1200 balles. Ok ? Essayez d'alimenter votre famille, c'est dur, vous le savez tous. Essayez maintenant de l'alimenter avec 12 euros. Ben, c'est ce qui est arrivé au Venezuela. C'est-à-dire plus personne n'achetait leur pétrole, ou alors c'était des actes quasiment de piraterie. Et c'était sur le pétrole, sur les ressources du Venezuela, à casser leur industrie. Alors je parle du Venezuela parce que je connais mieux, mais ça va pour Cuba, ça va pour le Nicaragua. Et en fait, tout dépend du blocus. C'est-à-dire que les coupures d'électricité, les coupures d'eau que le Venezuela connaît encore maintenant, ben c'est parce que les canalisations de l'eau potable jusque dans les villes étaient construites par des entreprises occidentales, par exemple Bombardier, une entreprise canadienne, et Bombardier n'envoie plus qu'une vis pour réparer lorsqu'il y a un problème. Donc évidemment, ça pose problème. Pour l'industrie électrique, c'était Siemens, les Allemands, qui s'occupaient en grande partie de ça, avec des échanges commerciaux avec le Venezuela. Du jour au lendemain, c'est pareil. Plus un processeur électrique pour s'occuper du système électrique vénézuélien. Donc ils ont dû réapprendre, ils ont dû s'ouvrir sur le monde, faire des accords avec d'autres pays qui soit avaient connu des blocus similaires comme l'Iran, soit étaient disposés à commercer avec eux, comme le Qatar ou comme la Turquie par exemple, les grands rapports. Et aujourd'hui vous allez à Caracas, c'est vraiment la ville du monde multipolaire. Déjà quand vous arrivez à l'aéroport, les langues qui vous accueillent, welcome, ça encore, enfin bienvenido, welcome. Ensuite, bienvenue en chinois, bienvenue en arabe, bienvenue en turc. Donc voilà, on est dans le monde multipolaire. Quand vous montez dans des autobus, il y a toujours des gens qui viennent vous vendre des chewing-gums, des bonbons, des chocolats, etc. Aujourd'hui, tous ces bonbons, chewing-gums, etc., ils sont turcs, par exemple. Voilà, c'est plus Hollywood chewing-gum. Donc le Venezuela s'est réinventé. Et aujourd'hui, ils produisent 92% de ce qu'ils mangent. Il y a une industrie naissante. Et la blague avec les copains, c'était, quand j'étais sur place, c'était de me dire, tu vois le 4x4 là, tu sais à qui il appartient ? Ben, il appartient plus à un fonctionnaire corrompu ou à quelqu'un qui était proche de l'industrie pétrolière. Il appartient à l'électricien, il appartient au charpentier, il appartient aux personnes qui se lèvent le matin, qui vont turbiner et qui ramènent. C'est-à-dire que les incohérences propres au système pétrolier vénézuélien ont été rectifiées. Alors il reste évidemment énormément à faire, mais sur des bases saines. Je vous dis ça pourquoi pour le Venezuela ? Parce que quand on regarde les sondages fiables, Nicolas Maduro a de grandes chances de se faire réélire le 28 juillet prochain, où il y a l'élection présidentielle. Évidemment, vu d'ici, quand vous lisez les médias, ou vous les écoutez, personne à dire mais c'est pas possible que les Vénézuéliens continuent de voter pour celui qui finalement les a servis, la dictature, etc. Ben si, parce que ils sont gré à Maduro d'avoir tenu, de finalement les avoir protégés, d'avoir déjoué les 6 coups d'État qu'il y a eu 6 tentatives de coups d'État entre 2019 et 2020, toutes les actions terroristes, etc. Et puis qui a finalement ramené une certaine espoir, en tout cas économique, et pas seulement dans les classes populaires. Aujourd'hui, il y a aussi une frange du patronat qui se dit, ben voilà, nous avons investi soit dans l'industrie, soit dans l'agriculture, c'est-à-dire que soit on a des terres, soit on a des moyens de production, et il est hors de question de suivre la frange la plus extrémiste de l'opposition qui veut retourner à la guerre civile, parce qu'on a quelque chose à perdre. Ce qui n'était pas le cas avant, puisque dans l'économie pétrolière, c'était une économie, ce qui s'appelait l'économie d'attaché-caisse, avec un ordinateur, on pouvait très bien faire de l'import-export depuis Miami ou depuis n'importe où. Ça ne veut pas dire que ça n'existe plus, mais en tout cas, il y a aussi une frange de la bourgeoisie qui, bon gré mal gré, est devenue une bourgeoisie nationale avec une vision, ou en tout cas, il y aura des frictions avec le gouvernement aussi chaviste,
mais il y a une vision, en tout cas, de construction d'une nation, il y a une vision commune. Alors, ça amène quelques critiques, hein, c'est pas monolithique, y compris la fameuse gauche vénézuélienne ou la gauche latino-américaine. Et là, je reviens, et j'espère que ça reviendra en débat par la suite, qui est vraiment totalement minoritaire et prisonnière d'une idéologie qui ne s'adapte pas en fonction de la situation. Mais il n'empêche que, voilà. Alors, on a vu aussi, je finirai peut-être là-dessus, la difficulté des transitions. Pourquoi? Alors que tout semblait aller bien dans la première décennie des années du XXIe siècle, pourquoi finalement tout s'est cassé la gueule, ou une grande partie s'est cassé la gueule, et là, on touche sur le problème du leadership, le problème des transitions. Et quand on regarde les transitions, ça s'est rarement bien passé. C'est-à-dire que lorsque Evo Morales, par exemple, désigne Luis Arce comme son successeur, ça donne des frictions aujourd'hui en Bolivie. Lorsque Rafael Correa a désigné Lénine Moreno, il a littéralement, sans le savoir, hein, je pense, offert le pays aux transnationales et aux États-Unis, puisque Lénine Moreno a complètement trahi. On se souvient aussi de la transition au Brésil avec Dilma Rousseff, qui finalement avait amené le coup d'État contre Dilma, Lula était emprisonné, et ainsi de suite. On le voit avec Cristina Kirchner en Argentine, lorsqu'elle désigne, il s'arrange de nommer Alberto Fernandez, qui est un des grands responsables de l'accession de Milei au pouvoir en Argentine, etc., etc. Et c'est vrai que ça, c'est un débat non seulement sur la figure d'un leader. Alors, l'impérialisme et le néolibéralisme, un truc, il faut l'alternance. Mais l'alternance de quoi? Puisque nos États, en France par exemple, il a été construit par des rois qui sont restés 70 ans au pouvoir et qui nommaient leurs fils, etc. Même la Révolution française n'a pas touché au fondement de l'État royal. Et donc, la question centrale en Amérique latine, c'est la construction de l'État. Et donc, il faut pour cela une continuité. Alors, j'oublie aussi dans les difficultés de transition Nicolas Maduro. Et j'irais même aussi Nicolas Maduro et Diaz-Canel à Cuba. C'est-à-dire Nicolas Maduro, il a été nommé comme successeur par Chavez, et il a dû affronter toute une série de trahisons, de coups d'État, de gens qui ont retourné leur veste, etc. Et Diaz-Canel, c'est un homme d'État éminent, mais évidemment, passer derrière Fidel Castro, c'est pas chose aisée dans la consolidation des États. Alors, j'aimerais finir sur une touche un peu positive. Je ne sais pas si je te passe la parole ou non, ou pour le positif. J'ai fait le bad cop. Alors évidemment, rien n'est écrit. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une avancée donc d'un certain néolibéralisme contre le monde multipolaire naissant. Je pense que c'est les derniers balbutiements d'un système qui est à l'agonie. Ça, c'est mon opinion personnelle. Le problème, c'est que l'agonie du système, ça peut durer 20, 30 et encore 50 ans. Je ne sais pas si on verra tous la sortie de ce système, mais en tout cas, quelque chose d'autre est en train de se créer, et je pense que c'est aussi une lame de fond. Je finirai, puisque nous sommes le 28 juin, dans 2 jours, il y a des élections en France, particulièrement tendues, on va dire. J'ai écouté une vidéo qui a tourné pas mal ces derniers temps sur les réseaux sociaux de 2012 de Jean-Luc Mélenchon, où il pronostiquait plus ou moins l'affrontement politique de ce prochain dimanche. Et alors la personne, je ne sais plus quel journaliste lui demandait, mais comment vous savez ça? Et Mélenchon avait répondu, mais parce que je regarde ce qui s'est passé en Amérique du Sud, et je vois comment ce qui s'est passé là-haut va nous arriver dans la gueule, grosso modo. Il n'a pas dit ça comme ça, je vous rassure, vous irez chercher la vidéo. Là, il a raison parce que, comme je vous ai dit, le néolibéralisme est né en Amérique latine, et certainement il crèvera en Amérique latine. Mais entre-temps, il s'est étendu, et à 20 ans de différence, il a atteint l'Europe avec les mêmes résultats, la même atomisation de la société, les mêmes crispations identitaires, les mêmes crispations économiques, les mêmes crispations sociales.
Si les Latino-Américains s'en sortent, alors vous irez regarder comment ils s'en sont sortis pour vous-même vous en sortir. Merci beaucoup. Juste un mot avant de donner la parole à Maurice, mais là, tu parlais de la Colombie comme foyer de criminalité, etc., etc. Je ne sais pas où ça en est aujourd'hui les derniers chiffres, mais jusqu'à la venue de l'actuel pouvoir, c'était le pays recommandé du monde des syndicalistes assassinés. Un syndicaliste sur 3 dans le monde était assassiné en Colombie. C'est pour juste conforter ce que tu disais. Merci, mon cher Romain. Ça fait très bien. Alors, je démarre sur une note humoristique, mais la période n'est pas spécialement drôle parce que là, pour le coup, beaucoup d'entre vous ont dû l'oublier, il y a 70 ans, au Guatemala, on était en plein coup d'État contre le président démocratiquement élu, le premier président démocratiquement élu, Jacobo Arbenz. Et le hasard du calendrier fait mal des choses, puisque c'est le 7 juillet 1954 que l'extrême droite a pris le pouvoir au Guatemala à l'époque, que Arbenz a été renversé et que la colonne de mercenaires du colonel Castillo Armas a pris le pouvoir au Guatemala. Donc ça, c'est un petit souvenir. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Vous savez qu'en Équateur, enfin, vous savez ou vous ne savez pas, mais a été élu un président, Daniel Noboa, en octobre 2023. C'est le fils de l'homme le plus riche d'Équateur, exportateur de bananes, l'exportador la bananera Noboa. Entre parenthèses, le papa doit 88 millions d'arriérés d'impôts à l'État équatorien. Les deux gouvernements précédents de droite, Lénine Moreno et Guillermo Lasso, n'ont pas pensé à lui faire rembourser. Et évidemment, le fiston ne va pas s'occuper de faire rembourser, c'est pas vrai, 80 millions de dollars. Et puis, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un conflit sur notre territoire européen entre l'OTAN et la Russie par l'Ukraine interposée. Et les États-Unis ont demandé à tous leurs alliés latino-américains d'aller chercher dans leur stock d'armement des vieilles armes venant de l'Union soviétique, de Russie à l'époque, pour les transférer à Zelensky. Tous les gouvernements de gauche latino-américains ont refusé, poliment, mais ils ont refusé. Et puis Daniel Noboa en Équateur, qui est un allié inconditionnel de Washington, a dit super. Il a déclaré qu'il était prêt à échanger du matériel militaire russe. Alors il y avait entre autres il y avait 6 hélicoptères, il y avait des lance-roquettes à longue portée, des systèmes de défense aérienne que l'Équateur avait racheté au Nicaragua sandiniste, ou au Nicaragua après la chute du gouvernement sandiniste dans les années 90. Et donc Noboa a dit bien sûr on donne tous ces armements, et les États-Unis leur promettaient en échange de leur donner du matériel tout neuf. Et puis il y a une chose qu'on ignore beaucoup chez nous, c'est que Vladimir Poutine est facétieux. Et donc, tout à fait par hasard et tout à fait soudainement, les douanes russes, au cours d'un contrôle phytosanitaire, ont découvert que dans les fleurs équatoriennes et dans les bananes équatoriennes, il y avait des problèmes qui ne permettaient plus d'importer ces produits. Or, il se trouve que la Russie est le premier acheteur de bananes équatoriennes. Ça représente 20% de la production de l'Équateur. De sorte que très rapidement, le 19 février, à Quito, le président Noboa a dit l'Équateur n'enverra aucun matériel de guerre à un pays impliqué dans un conflit armé international. Et donc, on a oublié ce malheureux Zelensky. Puis je vais vous raconter une autre histoire qui concerne un président, alors lui de gauche, là on parlait d'un gouvernement de droite, du président Gustavo Petro. Après le 7 octobre 2023, il y a eu effectivement en Amérique latine, comme chez nous, une grande émotion à l'occasion du conflit, alors non pas du conflit entre le Hamas et Israël, mais qui s'insère dans le conflit israélo-palestinien, qui a commencé en 1948. Et là, on a vu très classiquement les gouvernements de droite latino-américains, l'Équateur, l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay, le Costa Rica, le Panama, le Salvador, appuyaient inconditionnellement Israël à la demande des États-Unis. Et puis les gouvernements de gauche, tout en
tout en condamnant, y compris les atrocités qui ont eu lieu ce jour-là, parce qu'il y en a eu. On rappelait quand même que ça n'avait pas commencé le 7 octobre, mais ça avait commencé bien avant, et que donc il fallait recontextualiser et défendre les droits des Palestiniens. Et le président le plus en pointe, d'une certaine manière, c'est le président colombien Gustavo Petro, qui n'a pas hésité à employer le terme régime génocidaire, qui a accusé très fortement la Colombie, de sorte que, au terme d'un certain nombre d'échanges houleux, le 1er mai 2024, Petro a suspendu l'achat des armes, l'achat d'armement à Israël. On trouve qu'Israël était le premier fournisseur d'armes à l'armée colombienne. Et donc Petro, évidemment, s'est mis à dos tout l'appareil militaire colombien et puis toute la caste militariste qui l'entoure. Et puis non seulement ça, là, il a rompu les relations diplomatiques avec Israël. Et puis là, très récemment, il a suspendu les exportations de charbon de la Colombie à Israël. Il se trouve que les exportations de charbon colombien, c'est la moitié des besoins d'Israël. Et Gustavo Petro l'a justifié en disant le minerai constitue une ressource stratégique pour la fabrication d'armes, la mobilisation de troupes, la fabrication de fournitures pour les opérations militaires. On a donc là, d'une certaine manière, le contre-modèle de Daniel Noboa en Équateur, avec un gouvernement de gauche qui a une éthique et qui, y compris sur l'exportation de charbon, sur le plan économique, c'est un coup assez rude pour l'économie colombienne, de sorte que Gustavo Petro, vous l'avez compris, a été accusé d'antisémitisme, ce qui permet d'aller très très vite au cœur du sujet. Je précise d'ailleurs dans ce registre que la Colombie n'est pas le premier pays à rompre les relations avec Israël, puisque le premier pays, ça ne va pas vous surprendre, c'est Cuba, qui a été le premier pays à rompre les relations avec Israël en 1973, après la guerre de Yom Kippour. Et puis en janvier 2009, il y a eu évidemment Hugo Chavez, à l'époque de l'opération Plomb durci à Gaza, déjà à Gaza. Chavez avait dénoncé une utilisation planifiée du terrorisme d'État contre l'État palestinien. Il avait été imité à l'époque dans la rupture par Evo Morales. Et Chavez, un an plus tard, avait déclaré « Si le monde avait un peu de dignité, les présidents d'Israël et des USA seraient depuis longtemps traduits devant la Cour pénale internationale. » Vous voyez que Chavez était un précurseur. J'ai encore vous raconter une petite histoire. Non, elle date de 2 jours. Elle est passée assez inaperçue, même carrément inaperçue, même totalement inaperçue. Je suis sûr quasiment qu'à l'échelle de l'Hexagone, comme on dit, vous allez être les seuls à être au courant. C'est une exclusivité mondiale, presque. Il y a 2 jours, donc, l'ancien président du Honduras, Juan Orlando Hernández, a été condamné aux États-Unis à 45 ans de prison pour trafic de drogue. Juan Orlando Hernández avait été extradé en avril 2022 après l'arrivée au pouvoir d'une présidente de gauche, Xiomara Castro. Et selon les procureurs aux États-Unis, il a protégé un réseau, le cartel de Sinaloa, qui est un cartel mexicain qu'a évoqué Romain tout à l'heure, dont le chef était Chapo Guzman. Et ça s'est passé c'est ça qui est intéressant, entre 2004 et 2022. Il se trouve qu'entre 2004 et 2022, Juan Orlando Hernández a été membre du Congrès, président du Congrès hondurien, président de la République évidemment, et qu'à l'époque où il était au Congrès hondurien, c'est l'époque où il y a eu un coup d'État au Honduras, juin 2009, contre un président de centre-gauche, un président de gauche, on va dire, Manuel Zelaya. Et il se trouve qu'à l'époque, les États-Unis s'étaient rendus compte de rien, ça arrangeait tout le monde, il est devenu président. Il s'est fait réélire alors que la constitution hondurienne lui interdisait de se faire réélire. Les États-Unis se sont toujours aperçus de rien, et y compris en 2017, quand il s'est fait réélire d'une manière illégale, Washington a été l'une des premières capitales à reconnaître sa réélection illégale, qui avait été marquée par des fraudes, qui avait été marquée par des manifestations qui à l'époque ont fait plus de 30 morts. Et donc là, d'un seul coup, au moment où ils n'ont plus besoin de Juan Orlando Hernández, ils viennent de s'apercevoir que c'était un narcotrafiquant. Puisqu'on est en Amérique centrale, Romain, tu l'as évoqué, il y a le président Nayib Bukele, qui a été réélu le 4 février 2024 avec 84-65% des voix.
Et là, je vais préciser un truc, c'est qu'il n'y a pas eu de fraude. Il n'y a pas eu de fraude. Hein. Alors, évidemment, ça pose un problème. Une abstention de 48%. Alors nous, Boukele, je le situe très vite. Hein. Là, on va faire un survol, évidemment, parce qu'on ne peut pas refaire toute l'histoire de l'Amérique latine. Il se présente lui-même comme le dictateur le plus cool du monde. Donc, au moins, il assume. Si on fait un résumé très rapide de ce qu'a été son premier mandat, en février 2020, il a occupé le Congrès accompagné de militaires, histoire de mettre les députés au pas. Et puis, il a gagné les élections législatives, pour une raison que Romain a déjà évoquée, puis je vais vous répéter. Et à partir de ce moment-là, il a eu la majorité, et il en a profité pour envoyer les magistrats de la Cour suprême de justice, les procureurs qui ont enquêté sur des actes de corruption, etc., 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 etc. Le Parlement, maintenant, approuve toutes les lois sans discussion. En 2023, il a réduit le nombre des municipalités de 262 à 44, ce qui permet d'avoir beaucoup moins d'opposants. Tranquille, peinard. Et alors, évidemment, il y a un paradoxe. La question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on peut réélire un tel président à 84% des voix? Il y a le problème de l'insécurité qui nous met, nous, les gauches, dans une situation un peu compliquée. Parce qu'on s'est rendu compte dans l'Équateur que Daniel Noboa se fait élire sur le thème de l'insécurité, que tu as évoqué, qu'au Salvador, le thème de l'insécurité est central. Alors, tu as donné quelques chiffres, Romain, avant les deux. Alors, qu'est-ce que c'est que l'insécurité au Salvador? C'est ce qu'on appelle les maras. Mais les maras, elles ne sont pas tombées du ciel. Alors là, il y a un aspect intéressant dans l'affaire. Il y a deux maras. Alors, les maras, c'est les bandes. Hein. C'est des pandillas, c'est des bandes. Il y en a une qui s'appelle la Mara Salvatrucha. Il y a Barrio 18, Barrio 18, dont l'origine vient de Los Angeles. Ce n'est pas quelque chose de salvadorien au départ. En fait, au moment de la guerre civile au Salvador, qui s'est terminée en 1992 par des accords de paix, un certain nombre de Salvadoriens sont partis aux États-Unis, se sont intégrés comme ils ont pu. Pour certains ne se sont pas intégrés. Les gamins se sont mêlés aux bandes qui régnaient nord-américaines, qui régnaient à Los Angeles. Ils ont appris les méthodes des gangs états-uniens. Et puis ils se sont fait choper par la police. Ils ont fait leur peine de prison. Et les États-Unis les ont réexpédiés dans leur pays d'origine qu'ils ne connaissaient pas, entre parenthèses. Et c'est là qu'ils ont importé les méthodes des gangs des États-Unis. De sorte qu'effectivement, on est arrivé à des taux absolument spectaculaires au Salvador, qui pour la population est un calvaire. Hein. Il faut appeler les choses par leur nom. Vous aviez, alors je suis en train de chercher les chiffres, 23 morts par jour en 2016. 23 morts par jour en 2016 pour un pays qui est un pays de 6 millions d'habitants, 6 800 000 habitants. Et le taux d'homicide est passé de 51 pour 100 000 en 2018 à 2,5 pour 100 000 en 2023, c'est là-dessus. C'est là-dessus que Boukele se fait réélire. Ce qui va être intéressant de suivre maintenant, alors il a mis alors là je vous donne les chiffres, qui sont les chiffres de mai 2024, donc c'est tout récent, 79 947 arrestations. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui caractérise les membres des gangs, c'est des tatouages. Ça veut dire que si vous avez des tatouages, ne partez pas en vacances au Salvador. On a arrêté systématiquement tous les hommes et les femmes qui avaient des tatouages. On en est à 261 morts dans les prisons, avec un système carcéral, avec la construction de méga prisons dont un certain nombre de gouvernements sont en train de s'inspirer, en particulier celui de Daniel Noboa en Équateur. Mais en tout cas, ce qu'il doit... Boukele a annoncé là, après sa réélection, d'ailleurs il n'avait pas le droit non plus de se faire réélire, mais c'est passé comme une lettre à la poste. Ça a fait beaucoup moins de bruit que le bruit que va faire la prochaine élection du 28 juillet prochain au Venezuela, on en parlera tout à l'heure. Et il a annoncé que des méthodes un peu radicales qu'il doit employer contre la criminalité, il va les employer maintenant en matière d'économie. Et là, vraisemblablement, les Salvadoriens vont avoir à affronter quelque chose d'assez compliqué. Deux, trois pistes. Comment se fait-il que des personnages de ce type arrivent au pouvoir? Comment se fait-il que Javier Milei est arrivé au pouvoir en Argentine? Vous connaissez, j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous êtes branché sur la politique, y compris la politique internationale. Quand on voit le personnage de Javier Milei, c'est même pas un type d'extrême droite, c'est un fou furieux.
furieux, hein, y compris là, il est en train de se prendre la tête avec le FMI. Il accuse le FMI d'être communiste. Non, mais c'est parce que le FMI lui a dit attention quand même aux mesures sociales. Donc il s'est fâché avec Lula, il s'est fâché avec le président chilien, il s'est fâché avec tout le monde. Là, il se fâche avec le FMI, il est fâché avec les Argentins. Comment est-ce qu'il arrive au pouvoir? Il arrive au pouvoir parce que il y a un président de droite qui est élu en 2016, je crois, peut-être que je me trompe, et à qui le Fonds monétaire international, nous y voilà, va prêter, alors que le président c'est Mauricio Macri, va prêter 57 milliards de dollars. C'est le prêt le plus important jamais accordé à un pays. 57 milliards de dollars. Ça se fait en dehors de toutes les normes du Fonds monétaire international, en dehors de toutes les règles. C'est un prêt qui est d'abord supérieur à celui qu'a eu la Grèce à l'époque. En moins d'un an, l'Argentine va recevoir 44 milliards de dollars. Et c'est ce qu'on appelle, alors normalement ça devrait passer par l'Assemblée nationale, ça ne passe pas par l'Assemblée nationale, et donc c'est ce qu'on appelle une dette odieuse. C'est-à-dire, une dette odieuse, c'est une dette qui est contractée contre l'intérêt de la nation, du peuple. Alors je précise évidemment que ces 54 milliards de dollars qui sont rentrés, donnés par le FMI, sont repartis immédiatement au flux des capitaux. Ils n'ont pas été utilisés dans des investissements ou dans la modernisation du pays. Bon. Donc c'est une dette odieuse, contractée contre l'intérêt de la nation, du peuple, de l'État, et c'est une définition quasiment officielle. Si les créanciers ne peuvent pas démontrer qu'ils ne pouvaient pas savoir que la dette était contractée contre l'intérêt de la nation, c'est une dette qu'on n'est pas censé devoir rembourser. Alors là, c'est posé le problème lorsque, évidemment, à la fin du gouvernement de Macri, qui par ailleurs a augmenté les tarifs du gaz, de l'eau et des transports jusqu'à 700%. Il a fait du minail avant minail, entre parenthèses. Licencier des milliers d'employés publics, augmenter la pauvreté et l'inflation. Lorsque, évidemment, il n'est pas réélu et qu'arrive au pouvoir le président Alberto Fernandez, dont Romain a parlé, qui est un président qui est à la gauche, on va dire ce que Hollande est au socialisme, je parle de François, et qui là où il aurait eu toute la légitimité pour dire on ne rembourse pas. C'est même pas on négocie, on dit non, c'est on ne rembourse pas, et puis on s'explique avec le FMI, qui a violé toutes ces règles. Le gouvernement d'Alberto Fernandez s'est débrouillé pour négocier, sans négocier, tout en négociant, Vous avez eu en même temps une campagne, lorsqu'on appelle le lawfare, une campagne judiciaire menée par un appareil judiciaire qui est complètement corrompu en Argentine, mais pas uniquement en Argentine, qui a discrédité en particulier l'ex-présidente Cristina Kirchner, qui représentait un petit peu le symbole de la gauche argentine. Et donc, les Argentins, au terme de cette catastrophe, ont dit, en gros, on a eu la droite, on a eu la gauche, ils nous ont tous plantés, on vote pour celui qui va tout changer et qui arrive comme le sauveur suprême. Et c'est Javier Milei, et évidemment, aujourd'hui, il va falloir commencer à payer la note. Alors, tu le disais, on ne va pas être dans un pessimisme désespéré. Moi, simplement, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'y compris lorsque la gauche arrive au pouvoir, alors on peut appeler, effectivement, on a un problème de définition en réalité. C'est la gauche, c'est le progressisme, c'est les gouvernements nationaux populaires, il y a toute une définition sur laquelle, là pour le coup, il y aura un travail théorique à faire qu'on ne va pas faire ce soir. On a le temps, il fait beau. Mais bon, lorsque ces gouvernements arrivent au pouvoir, ils trouvent des situations extrêmement compliquées. Je vais prendre le cas de la Colombie, on a tous été enthousiasmés par l'arrivée au pouvoir en Colombie du premier président de gauche en Colombie. Alors voyons, au Guatemala, le premier président de gauche était en centre-gauche, c'était en 1954, en Colombie c'est en 2022. Imaginez un peu le travail. En Colombie, avant que Gustavo Petro arrive au pouvoir en 2022, il y a eu un conflit armé interne, dont vous avez tous entendu parler, avec des guérillas, qui officiellement a fait 240 000 morts, il y a 50 000 disparus, mais auparavant, dans une période qu'on appelle de la violence, il y avait déjà eu 200 000 morts, on est sur du 500 000, 600 000 morts. Ouais. 5 millions d'exilés. 7 millions de déplacés, plus de déplacés internes, entre parenthèses, que les Vénézuéliens, bref.
D'ailleurs, une grande partie des déplacés colombiens sont au Venezuela. Et donc, notre président Gustavo Petro se trouve dans une situation un peu compliquée, d'autant qu'il y a encore des guérillas en activité dans le pays. Et donc, Gustavo Petro, qui est un homme incontestablement de gauche, qui est un ancien guérillero, une guérilla de 2019, il annonce la couleur d'emblée. Il ne dit pas, camarades, on va faire la révolution. Il dit, nous allons développer le capitalisme. Non que le système nous plaise, mais parce que nous devons sortir du féodalisme et entrer dans la modernité. Voilà, c'est ça la vie. Et effectivement, si Gustavo Petro remporte la présidentielle, ce qui est spectaculaire, du fait du poids des féodalités internes dans les régions, dans les villes, dans les petites villes, dans les hameaux, lorsque au Sénat, l'élection au Sénat, le pacte historique, qui est la coalition qui appuie Gustavo Petro, arrive en tête, mais arrive en tête avec 15% des suffrages, et je vais vous dire, je suis en train de chercher, c'est voilà, 20 sièges à la Chambre, sur 100 et des poussières. Et au Sénat, c'est pareil. Au Sénat, c'est pareil. Ils ont... Ah bah voilà, excusez-moi, j'ai retrouvé mes fiches. Donc, au Sénat, ils arrivent en tête avec 14,52% des voix, 20 sièges sur 107. 20 sièges sur 107. À la Chambre, ils ont 28 sièges sur 168. C'est-à-dire que la gouvernance va être extrêmement compliquée. Alors, Gustavo Petro, dans un premier temps, il a fait un grand appel national, grande union nationale. Il se trouve qu'en Colombie, un certain nombre de partis, y compris de partis de droite, ont une certaine facilité à se rallier aux vainqueurs, histoire de pouvoir grappiller des postes et puis grappiller un peu des miettes. Et donc, il a réussi à monter une coalition. Et lui, il a dit publiquement, ce que je vais vous répéter, il a dit, il y en a qui me rejoignent pour que rien ne change. Qui disent, nous allons participer au gouvernement pour amoindrir les réformes. Et puis il y a une autre force qui, elle, vient de la société, de la base de la société, qui, elle, va demander plus de réformes. Et moi, je vais être pris en étau entre ces deux forces. Et tout se terminera dans un juste milieu. C'est le pari qu'a fait Gustavo Petro. Donc vous voyez qu'on n'est pas dans une optique révolutionnaire. Hein. On est dans un pragmatisme, et y compris au moment où il doit nommer ses ministres, il confie, et là pour le coup je peux vous le dire, il confie à Jean-Luc Mélenchon, il lui dit, si je me plante sur la nomination du ministre de la Défense, on est tous morts. On est tous morts. Ça veut dire qu'en fait, Gustavo Petro gouverne sur un fil. Depuis 2 ans, dans un pays où vous avez encore des conflits armés qui sont illisibles. Il a lancé son grand projet qui est la paix totale, qui est extrêmement compliqué. Il y a 3 guérillas principales, je termine là-dessus, mais indépendamment des guérillas principales, je vais aller très très vite, je ne vois personne prendre note, ou au fond, mais je vais aller très vite, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous donner un petit peu l'ampleur du problème. Vous avez encore sur le territoire colombien, il y a 6 conflits armés internes. 6 conflits armés internes. Vous avez les forces capitalistes de Colombie qui sont les paramilitaires. Vous avez les clans du Golfe qui sont les narcotrafiquants, qui d'ailleurs c'est la même chose que les paramilitaires. Vous avez les Pelusos, vous avez les Rastrojos, vous avez les Caperos, vous avez les Pachecas, la Oficina, les Punterillos, la Constru, le Pache. Il faut faire la paix avec tout ça. Bon. Donc pour le moment, dans le processus, avancent les négociations avec les groupes qui ont encore une structure politique. C'est-à-dire qu'il y a 2 dissidences des forces armées révolutionnaires de Colombie, qui elles ont signé un accord de paix en 2016. Et puis il y a eu une première dissidence qui, elle, n'a pas déposé les armes à l'époque, qu'on appelle l'état-major central, qui très honnêtement est beaucoup plus préoccupé par le trafic de drogue que par le changement politique en Colombie. Il y a un autre groupe qui s'appelle la Segunda Marquetalia, qui sont des gens qui ont signé des accords de paix et qui menaçaient, en particulier d'être extradés aux États-Unis, ont repris les armes. Eux sont en train de négocier. L'armée de libération nationale, qui était la 2e guérilla du pays, est en train de négocier avec Petro, mais dans un contexte extrêmement, extrêmement difficile. Et il lui reste 2 ans. Il lui reste 2 ans, sachant que, et là je reviens sur un propos qu'a tenu Romain, se pose le problème de celui qui va le succéder. Parce qu'il ne peut pas se représenter. Et là, d'une certaine manière, là encore, ça peut gêner la partie de la gauche en nous, en chacun d'entre nous,
qui souhaitent une démocratie horizontale, le problème du leader, on se rend compte que le problème du leader est fondamental. Chavez, c'est l'étincelle. Petro, c'est l'étincelle. Lula, c'est l'étincelle. Alors, pour terminer le petit chapitre Colombie, au bout de 2 ans, ils viennent d'obtenir cette semaine, vous voyez qu'on est dans un moment charnière, l'adoption de la réforme. Excusez-moi, je vais vous faire rire. Ils viennent de réussir à la réforme des retraites. Ça n'a évidemment rien à voir avec la contre-réforme des retraites de Macron. C'est l'inverse. Mais donc, ils viennent d'obtenir ça. Il y a un plan de développement national. Il y a eu une première réforme fiscale progressive. Donc ça, c'est des succès. Et jusqu'à maintenant, ils ont été mis en échec par l'opposition sur la réforme de l'éducation, la réforme de la santé. C'est donc un gouvernement qui est sur le fil du rasoir. Le Brésil. Je peux te poser une question sur la Colombie? Parce que, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais il y a eu ce fort mouvement de la Marcha Patriotica en Colombie. Oui. Et donc, qui a rassemblé des syndicalistes, des Indiens, le peuple, quoi, qui ont fait échec à l'accord de libre-échange avec les États-Unis. Est-ce que ça, toi, tu l'analyses, comme nous, dans notre vision en France, on peut le dire, c'est la rue qui a gagné après, ça s'est prolongé dans les urnes. Est-ce que c'est à l'origine de la victoire de Petro? Enfin, en tout cas, c'est avancé de la gauche, quoi. Ce mouvement du peuple, quoi. Alors là, vous allez remarquer que quand je parle sans mes fiches, je suis moins précis. C'est pour ça que j'ai des fiches. À l'école, j'avais des antisèches. Je vais continuer. Non, alors oui, la Marcha Patriotica a eu un rôle, mais qui était un rôle de mobilisation des gens qui étaient déjà conscientisés, politisés, etc. Qui étaient dans une situation difficile parce que c'était l'époque où la guérilla n'avait pas encore déposé les armes et donc on les accusait d'être des collaborateurs de la guérilla, ce qui a longtemps empêché l'évolution d'une gauche classique en Colombie. Non, ce qui a été le détonateur en particulier, c'est des grandes révoltes populaires de 2019. Il y a eu en 2019 une révolte populaire, alors il y en a eu en Équateur, il y en a eu en Colombie, il y en a eu en Haïti. Là, pour le coup, c'est la rue qui a parlé. Au Chili. Là, c'est la rue qui a parlé, avec une répression qui a été féroce. Là, pour le coup, je dois avoir des fiches dans mon sac, mais avec une répression qui a été absolument féroce, y compris avec les phénomènes qu'on connaît maintenant par cœur chez nous, les borgnés, au Chili, en Colombie. Et ça a été le détonateur. Alors, il y a un aspect intéressant, c'est que cette révolte populaire, mais c'est vrai aussi au Chili, elle s'apparentait plus aux Gilets jaunes qu'à une gauche révolutionnaire, par exemple. C'est-à-dire qu'avec des jeunes en première ligne, une révolte spontanée contre un régime absolument insupportable de pauvreté, de misère, d'exclusion, tout ce qu'on veut. Mais il se trouve que la Colombie, en réalité, Petro a réussi à reprendre tout ça. Ce qui s'est passé en Colombie est le contraire de ce qui s'est passé au Chili. Au Chili, il y a eu aussi une révolte populaire. Et les Chiliens ont élu Gabriel Boric, ancien dirigeant étudiant. Et alors le problème pour les Chiliens, c'est qu'ils ont cru élire Salvador Allende et ils ont élu Rafael Guzmán. Alors avant je disais Dani Cohn-Bendit. Le problème, c'est que effectivement, alors il est complètement aligné sur la ligne de centre-gauche. C'est Rafael Guzmán chilien. Il est de centre-gauche, aligné sur les États-Unis, moralisateur, dans une défense des droits de l'homme, qui fait un excellent secrétaire d'Amnesty International, mais complètement déconnecté des réalités, c'est attaquant le Venezuela, attaquant Cuba, attaquant le Nicaragua. Il a réussi, je vais très vite, il a réussi à planter ce qui était une réforme de la Constitution. C'est-à-dire qu'en gros, les présidents, nos présidents, excusez-moi, mais Chavez, Rafael Correa, Evo Morales, lorsqu'ils ont voulu réformer la Constitution, se sont mis à la tête du combat, ont défendu une nouvelle Constitution, ont porté le El Pueblo, comme on dit. Et Gabriel Boric, il a dit non, réforme la Constitution, puis lui, il est resté au-dessus du machin. Et moralité, ça s'est terminé par une catastrophe. Le vrai problème, c'est que, j'aime pas faire des pronostics, mais vraisemblablement, lors de la prochaine présidentielle, le vainqueur s'appelle Juan Antonio Cast, qui est le représentant de l'extrême droite chilienne. Pour les mêmes raisons. On a eu la droite, on a eu Boric, la gauche. Et Cast, d'après des amis chiliens, est en train de doucement. Alors c'est pas Milaye. C'est pas Milaye. C'est pas un fou furieux.
C'est quelqu'un de pragmatique, rationnel, qui présente bien. Mais le résultat des courses, c'est qu'effectivement, le Chili risque d'avoir maintenant, la gauche, entre guillemets, est décrédibilisée pour un certain temps. Le Brésil, Lula, il est dans la même position que Petro. Il est élu, Romain l'a rappelé, il est élu avec 51% des voix. Même pas. Même pas 51% des voix. Alors comment est-ce qu'on explique ça? Alors là, on retombe sur ce qu'on appelle le lawfare que j'ai évoqué, c'est-à-dire l'utilisation de la justice. Vous avez objectivement aujourd'hui la moitié de la population brésilienne qui est convaincue que Lula est un voleur, que Lula est un corrompu parce qu'il a été expédié en prison en 2016 pour l'empêcher de se présenter à l'élection de 2018. Donc il était le favori. Donc vous avez réellement, il y a eu là ça oblige à évoquer le rôle des médias, le rôle de la classe médiatique au Brésil. Il y a eu une campagne féroce, comme il y a eu une campagne féroce en Argentine contre Cristina Fernandez de Kirchner, comme il y a aujourd'hui encore une campagne féroce en Équateur contre Rafael Correa, qui fait que Lula, il a été disqualifié par la moitié du pays. Et que malgré 4 ans de Bolsonaro, qui était absolument catastrophique pour le pays, je veux dire, il a fallu que Lula passe des alliances. Donc il a passé des alliances avec la droite. Il a passé des alliances à la droite et il gouverne avec la droite. Il a un vice-président, Geraldo Alckmin, qui a activement participé au renversement de Dilma Rousseff en 2016. Alors Dilma Rousseff, vous vous en souvenez, c'était pas une révolutionnaire, hein, c'était pas la gauche radicale, c'était pas les extrêmes. Je ne sais pas si vous vous souvenez qui était le vice-président des États-Unis en 2016. Allez, c'est une question rouge. Bon, vous êtes tous le maillon faible. Il avait toute sa tête à l'époque. Le vice-président, c'était Joe Biden. Et Joe Biden, lorsque Dilma Rousseff a été renversée, a déclaré c'est une excellente nouvelle pour l'Amérique latine. Et le nouveau président, c'était vous? Le nouveau président, c'est qui? Le vice-président. Ouais, c'était qui? Joe Biden. Joe Biden, ouais. Et il a déclaré c'est une excellente nouvelle pour la région, nous allons continuer à collaborer avec le Brésil, etc., etc., etc. Alors quand même, je ne voudrais pas que vous repartiez désespérés. Non, il y a des victoires. Vous savez, il y a une très belle phrase de l'écrivain portugais José Saramago. Elle est magnifique. Mais en fait, il faut toujours l'avoir en tête. Qui dit ce qui est bien dans les défaites, c'est qu'elles ne sont jamais définitives. Le problème avec les victoires, c'est qu'elles ne sont jamais définitives non plus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un bras de fer permanent. Un bras de fer permanent. Alors le Mexique, 2 juin 2024, je veux dire, c'est 97 millions de Mexicains qui élisent Claudia Sheinbaum, qui est une scientifique, qui a participé aux travaux du GIEC, qui est l'ancienne maire de Mexico, qui est élue avec 59,3% des voix, plus du double de sa rivale, qui était aussi une... Il y a une chose, excusez-moi, là je vais être un peu poil à gratter, parce que des fois je ne peux pas m'empêcher. La seule chose qu'on a retenue de cette affaire, c'est la première femme élue au Mexique. C'est vrai. Mais si sa rivale l'avait emporté, c'était aussi une femme, elle était droite, radicale et néolibérale, en plus d'origine indigène. De sorte que si en 2027 Marine Le Pen arrive au pouvoir à l'Élysée, personnellement mon discours ça dira pas enfin une femme à la présidence en France. C'est-à-dire qu'avant il y a une analyse politique, après le jour où il y aura une femme à l'Élysée, moi je serais ravi. Mais bon, c'est pas forcément l'essentiel. Il y a déjà eu le Panama, la présidente de droite, Mireille Moscoso. La présidente de facto après le coup d'État contre Evo Morales, c'était Janine Agnès, Dina Boluarte au Pérou. Donc voilà. Alors là, il y a un truc intéressant. Comment et pourquoi Claudia Sheinbaum est élue avec un score aussi important dans un pays qui lui aussi est frappé par un taux d'insécurité absolument phénoménal. Le grand échec du président Andrés Manuel López Obrador, qui a précédé Claudia Sheinbaum, c'est contre la criminalité organisée et le narcotrafic. Il a essayé, il a commencé à avoir une politique en disant des baisers plutôt que du plomb, avec une amnistie des délinquants, des cultivateurs de marijuana et de pavot.
Il a, dans un premier temps, retiré la lutte aux forces militaires. Mais là, c'est une lutte qui, depuis 2006, a fait 250 000 morts. 250 000 morts depuis 2006. Il a voulu retirer la lutte aux forces militaires pour la faire revenir dans le giron des civils. Et puis ça n'a pas marché, et donc il a remis des militaires à la tête de nouvelle garde nationale. Et pourtant, il finit son mandat avec 60% d'approbation des Mexicains. Malgré ça, malgré ce bilan qui est extrêmement mauvais, et Claudia Sheinbaum, qui est sa successeur, pour ce qui est un mot, successrice, non, sa successeur, on va dire, avec un E à la fin. En fait, prend la suite et bénéficie de la politique d'AMLO. Qu'est-ce qui fait que AMLO, malgré cet échec, finit sur un succès qu'il transmet à sa successeur? C'est tout simplement qu'il y a eu une politique sociale. C'est-à-dire que là où on voit la lutte contre l'insécurité tourner en faveur de la droite, c'est quand il n'y a pas eu de politique sociale, et le Mexique est le contre-exemple. Il y a eu une politique sociale. Alors, je vais aller très très vite. Alors d'abord, il a pris des grandes mesures écologiques. Le thème de l'écologie est très intéressant en Amérique latine, on n'aura pas le temps aujourd'hui de se pencher dessus. Mais il y a souvent un décalage entre la manière dont nos écolos voient l'Amérique latine en l'accusant de tous les maux et la manière dont on place. Par exemple, il y avait au moment où Andrés Manuel López Obrador arrive au pouvoir, le projet de construction d'un nouvel aéroport qui allait exproprier des milliers de paysans. Donc AMLO a mis un terme à ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas construit d'aéroport, mais il l'a construit sur une ancienne base militaire. Il a réformé le secteur de l'énergie, il a revitalisé la compagnie pétrolière nationale, Pemex, il a réduit la dépendance des compagnies étrangères. Voilà, en gros, vous jugez, c'est pas une politique néolibérale. Et puis après, il y a eu les programmes d'assistance. Alors, ce qu'on appellerait le populisme. C'est un président populiste parce qu'il a fait des programmes sociaux. Augmentation historique du salaire minimum qui passe de 5,12$ par jour à 14,38$. C'est horrible. Bon, pour les Mexicains, c'est énorme. Pension de retraite universelle, $70 pour les plus de 65 ans, ça paraît peu, $70. Mais là encore, au Mexique, où il n'y avait rien auparavant, c'est énorme. D'une bourse pour tous les jeunes. Bon, je ne vous fais pas la totale, mais vous comprenez qu'il y a eu une politique sociale. Et qu'en fait, c'est ça qui est prédominant et qui permet au Mexique d'être aujourd'hui gouverné par une femme. Sur le thème de l'insécurité, alors la difficulté de AMLO, et celle qu'aura Claudia Sheinbaum, c'est que le Mexique, il est complètement dépendant des États-Unis. 70% de son économie est accouplée aux États-Unis. Toutes ses exportations. Donc, il ne peut pas se fâcher avec les États-Unis. Biden est dans le coup. AMLO en permanence a dénoncé l'ingérence des États-Unis, mais alors d'une manière à la AMLO, qui était parfois très amusante, sur l'ingérence des États-Unis est insupportable, mais le président Biden est un brave type qui n'est pas au courant. Oui, non, mais c'est ça, hein. En réalité, là encore, où on pourrait nous rêver d'un président mexicain qui met le poing sur la table, et puis qui se retrouve dans une panade effroyable. Donc il a été obligé de gérer ça, et en particulier, il a mis en cause les États-Unis sur le thème de l'insécurité au Mexique par le commerce illégal des armes. C'est-à-dire que ce qui a le plus d'importance dans l'insécurité au Mexique, c'est que toutes les armes des gangs, des narcotrafiquants, etc., elles viennent des États-Unis, où elles sont en vente libre le long de la frontière. Et donc, AMLO, le gouvernement mexicain, a porté plainte. Alors, quand je parle d'armes, je ne parle pas uniquement de pistolets de petit calibre, hein. C'est des AK-47, c'est des M16, c'est des armes de fort calibre. Il a déposé, donc le Mexique a déposé plainte contre 11 entreprises aux États-Unis. Il y a Smith & Wesson, il y a Sturm, etc., etc. En première instance, il s'est fait jeter par les juges américains, et puis il se trouve qu'il y a eu un juge aux États-Unis qui a ordonné à la Cour fédérale de Boston de reprendre l'examen de cette plainte. Et donc là, pour le coup, il pointe du doigt l'un des problèmes. Pareil sur le narcotrafic, on met souvent évidemment en évidence le rôle et l'importance des gangs latino-américains, mais s'il y a des producteurs, c'est aussi parce qu'il y a des consommateurs. Oui. Hein, il y a des consommateurs. C'est-à-dire que, par exemple, quand on prend le cas du Venezuela, le Venezuela est accusé d'être une plaque tournante du narcotrafic. Évidemment, le Venezuela, il est coincé entre le premier producteur du monde, qui est la Colombie, et le premier consommateur, qui sont les États-Unis.
Donc il ne peut pas échapper. Hein. Et maintenant, le narcotrafic, Romain t'en a parlé, c'est une métastase, ça a métastasé partout, ça va jusqu'au Chili, ça va jusqu'en Équateur, etc. etc. Donc voilà ce que je voulais vous dire rapidement. Et puis, ah voilà, excusez-moi, je suis un peu foutoir, hein, mais voilà, comme ça. Non, pourquoi évidemment, Hamelot, il a été énormément attaqué par l'opposition de droite au Mexique. Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu... qu'il a résisté. Alors, c'est sa communication. Et là, de certaine manière, ça ramène à un certain Hugo Chavez. Ou même à Nicolas Maduro, qui se débrouille pas si mal ça. Ou Correa. Hamelot, donc Hamelot, c'est Andrés Manuel López Obrador. Il a organisé tous les matins ce qu'on appelle ces mañaneras, hein, c'est les matinales. C'est comme France Culture avec Guillaume Gardner, en plus progressiste. En plus intéressant. En plus intéressant. Conférence de presse quotidienne, disant l'agenda du jour, donc qui rappelle beaucoup le Allo Presidente de Chavez à l'époque. Et à partir de ces conférences de presse quotidiennes, à 7h du matin, les journalistes sont emballés, hein, entre parenthèses. Leur rend hommage, parce que tous les matins à 7h, il a neutralisé des critiques et il a neutralisé des fake news. Ça dure 2-3 heures. Ça dure 2-3 heures. Tous les matins. Ouais. Et tous les matins, il répondait sur les fake news, sur les attaques. Il répondait d'une manière assez franche, assez rude, assez brutale. Et une fois par semaine, le mercredi, il y avait une séance intitulée « Qui est qui dans la diffusion des fausses informations ?» Et il a fait un truc, d'une certaine manière, qui le rapproche de Chavez, qui le rapproche de Correa. Il a osé critiquer les journalistes. Et ça, c'est le crime absolu. Il a critiqué les journalistes pour leur manque de professionnalisme. Il a qualifié la presse de partiale et d'injuste. Et il a parlé de déchets du journalisme. De sorte que Reporters sans frontières s'en est pris à lui, de sorte que le monde l'adore. L'hyper-président Hamelot électrise la campagne. Entre parenthèses, vous remplacez Hamelot par Macron, là ça tombe bien. Nickel. Je ne l'ai pas encore vu dans le monde. Mais c'est fondamental. C'est-à-dire que c'est un président qui a parlé. Alors, j'évite toujours, enfin, je ne sais pas que j'hésite dans les termes mythiques du peuple, del pueblo. Parce que le pueblo, c'est aussi les gens de droite, c'est aussi les opposants. Mais en Amérique latine, pareil, le pueblo, on entend ceux qui sont au cœur des luttes sociales. Et Andrés Manuel López Obrador a effectivement tenu grâce à ça. Je notais ça au passage parce que c'est pas nouveau. Hein. Là, je vais vous donner une réflexion qui a été faite en 1973 par deux politologues de la Rand Corporation, qui est un truc ultra-libéral aux États-Unis, qui s'appelle, je vous donne leur nom, John Arquilla et David Rothfeld. C'est un groupe de réflexion proche du Pentagone et spécialisé dans l'analyse stratégique, et qui disait « Les futurs conflits seront gagnés non pas par des forces physiques, mais par la maîtrise et la manipulation de l'information. » Ces outils incluent aussi bien les médias traditionnels que les nouvelles technologies comme Internet et les téléphones mobiles. On te dit, parce qu'on retrouve le phénomène partout. Je termine sur, si vous me le permettez. Non, je veux juste que c'est la première fois que tu dis « je termine ». Généralement, tu nous as habitués dans les prochaines 20 minutes. Je pense que tu vas te répéter 2 ou 3 fois. J'ai dit je termine, mais je n'ai pas dit que j'avais fini. Non. Alors, cela étant, si vous en avez marre, on a. Je termine sur un point qui est pour le coup, qui est extrêmement important, c'est qu'il y a une élection présidentielle le 28 juillet prochain au Venezuela. Donc, comme il va y avoir une campagne médiatique. Hein, je termine sur le Venezuela. Ah bah ouais. 28 juillet, vous allez avoir une campagne médiatique phénoménale. Vous avez sans doute d'ailleurs remarqué qu'on ne parle plus du Venezuela en ce moment. Non, ça va mieux. Quand on ne parle plus du Venezuela, c'est que tout va bien. Élection 28 juillet. Alors, Romain a commencé à déflorer le sujet. Donc je vais essayer d'aller vite, mais vous donner quand même quelques clés de compréhension par rapport au discours que vous allez avoir. Premier point, le Venezuela a été déstabilisé. C'est-à-dire on n'est pas dans une gestion apocalyptique de Nicolas Maduro, le Venezuela a été déstabilisé. Je prends
déclarations qui ne viennent pas de nos amis. La première, elle est de Mike Pompeo, qui a été, riez pas, il a été patron de la CIA 2017-2018, secrétaire d'État, donc ministre des Affaires étrangères 2018-2021, qui déclare dans ses mémoires, qu'il a écrit ses mémoires, ou quelqu'un lui a écrit ses mémoires, je sais pas, il parle du Venezuela. Nous espérions rendre la vie du régime si misérable que Nicolás Maduro et ses voyous seraient obligés de passer un accord avec l'opposition. Si Maduro voulait vivre dans un château suisse pour le reste de sa vie, nous étions prêts à le laisser faire à condition que le Venezuela revienne à la normale. À plusieurs reprises, le président Trump, John Bolton et moi-même avons suggéré l'opinion militaire pour le Venezuela. Aucun d'entre nous ne voulait retirer publiquement de la table un important moyen de pression. Et puis vous avez celui qui... Alors, là encore, compte tenu de ce qui s'est passé la nuit dernière aux États-Unis avec le débat entre Biden et Trump, qui semble-t-il a tourné à l'avantage de Trump. Donc ça vaut le coup de le citer, parce qu'on va peut-être le voir réapparaître, Donald Trump. Le 10 juin 2023, les États-Unis ont très légèrement à la marge réduit les sanctions contre le Venezuela, parce que les États-Unis ont besoin de pétrole. Et donc Trump s'est mis en colère contre Biden en disant « Quand je suis parti, le Venezuela était prêt de s'effondrer. Nous l'aurions pris, nous aurions obtenu tout ce pétrole. Nous l'avions juste à côté. Mais maintenant, nous l'achetons au Venezuela. » Voilà, entre les deux, vous avez eu l'épisode du président autoproclamé Juan Guaidó. Alors, est-ce que tu peux me permettre de rajouter bah, une autre citation? Vas-y, rajoute. John Bolton, conseiller de sécurité de Trump, on lui demande sur la chaîne Univision « Qu'est-ce que vous êtes en train de faire au Venezuela ?» Et il répond « Nous sommes en train de faire comme Dark Vador lorsqu'il étrangle lentement quelqu'un. » Autre citation, William Brownfield, ancien diplomate, ancien ambassadeur au Venezuela, et on lui demande pourquoi avoir attendu jusqu'en 2018 pour faire des sanctions contre l'industrie pétrolière. Et il dit, nous étions en train de voir, parce que les sanctions contre l'industrie pétrolière vont précipiter des centaines de milliers de personnes dans la pauvreté et la misère, voire la mort. Et nous avons pris notre décision en toute conscience. Voilà, c'est ça ce que font les États-Unis avec le blocus, pas seulement sur le Venezuela, sur Cuba, Nicaragua et d'autres pays dans le monde. Donc oui, on est dans la logique. Ça paraît absurde de répéter ça. Normalement, tout le monde devrait le savoir, parce que c'est une évidence. Si vous suivez encore les médias traditionnels, je veux dire, c'est quelque chose qui est complètement disparu. L'épisode Juan Guaidó, donc alors pour le coup, je fais un truc qui se fait pas normalement, mais on est entre nous. L'histoire de Juan Guaidó, je la raconte dans un roman qui est là, sous forme de roman. Ça s'appelle Juanito la Vermine, roi du Venezuela. Donc là, vous voyez de quel côté je me mets. Mais c'est quelque chose d'extravagant ce qui s'est passé au Venezuela. C'est-à-dire que en janvier 2019, vous avez le vice-président des États-Unis, Mike Pence, qui depuis Washington appelle les Vénézuéliens à descendre dans la rue. Et à cette occasion, Juan Guaidó s'autoproclame président du Venezuela. C'est un député qui a été élu avec 90 000 voix au Venezuela, même pas. 55 000, je crois. Non, on exagère pas, s'il te plaît. La Guaïna, personne. Bon, moi j'ai 90 000, t'as 55 000, allez, on le met à 70 000. Et là, on en plaisante, mais Maduro, il a tout connu. On va dire, Chavez a été soumis à une forte pression, il a connu un coup d'État en avril 2002, mais il n'a pas vécu le dixième de ce qu'a vécu Maduro. On n'a pas conscience du personnage qu'est Nicolás Maduro. On le découvrira, peut-être que les historiens lui rendront hommage un jour. Hein. On a eu tout. Alors, on a eu Juan Guaidó, effectivement, qui, pour passer en Colombie, alors qu'il n'avait pas le droit de sortir du pays, a bénéficié de l'aide de narco-paramilitaires colombiens, les Rastrojos. Hein. C'est connu, alors en plus, c'est documenté, tout ce que je vous raconte. Et tout ce que je vous raconte, Romain. Hein. Tout ça les États-Unis ont appliqué 927 sanctions aux États-Unis. Au Venezuela, 927 sanctions, suivies par le Canada, l'Union européenne, Panama, la Suisse, le Royaume-Uni. Vous avez 25 milliards de dollars d'actifs de l'État qui ont été confisqués dans les banques internationales.
25 milliards de dollars, alors y compris tout ça pendant le Covid, ça a été terrible. On a interdit au Venezuela de vendre son pétrole, d'acheter de la nourriture, d'acheter du blé, de la farine, des pâtes, des médicaments pendant le Covid. Ça a été un crime. En réalité, c'est un crime. Y compris le Venezuela a déposé une demande devant la Cour pénale internationale qui passe inaperçue. Mais on l'a empêché de se financer. Vous avez, entre parenthèses, on a confisqué, et là c'est dans l'actualité immédiate, une entreprise aux États-Unis qui s'appelle Citgo, qui est une filiale de la compagnie pétrolière nationale vénézuélienne, un PDVSA. Ils avaient une filiale aux États-Unis qui s'appelle Citgo. Citgo, c'est énorme. C'est 3 grandes raffineries. C'est 4000 stations-service. C'est une valeur de 8 milliards de dollars. Ça a été confisqué par les États-Unis et remis aux représentants du gouvernement fantoche de Juan Guaidó. Il se trouve qu'un certain nombre de multinationales qui ont été en conflit avec Chavez, en particulier, je pense à Cristalex, qui a été sortie du Venezuela parce qu'elle était en train de saccager l'Amazonie, ont porté plainte contre le Venezuela et sont en train de se faire remettre des morceaux de Citgo. Ça se décide ce jour-ci, c'est-à-dire qu'on est en train de dépecer Citgo, cette entreprise vénézuélienne, pour la remettre aux multinationales. Et là, on est en train de dépouiller le peuple vénézuélien d'une richesse qui était... Juste une petite... Vas-y, ouais. L'avocat de Cristalex, donc l'entreprise qui était en bisbise avec l'État vénézuélien, l'avocat de Cristalex, qui s'appelle Juan Hernandez, a été nommé procureur général par Juan Guaidó. C'est-à-dire que depuis son poste fantoche, il travaillait pour les multinationales au nom d'un gouvernement du Venezuela fantoche. Bon, c'est ça, Juan Guaidó. C'était comment dépecer le Venezuela. Et en grande partie, ils ont réussi. Et donc, pour terminer ce petit chapitre, là encore, après tout, vous n'êtes pas obligé de nous croire. Quoique là, on est dans un endroit où, a priori, on est entre nous. Et d'une manière, parfois, il arrive qu'on est dans une salle qui est plus pluraliste. Pas obligé de nous croire, Romain et moi. Vous avez eu le 24 janvier 2024 un rapport qui a été publié par le Congrès des États-Unis. Il a été préparé par le Congressional Research Service, qui est un organisme non partisan, c'est-à-dire que républicain-démocrate, qui opère à la demande du Congrès des États-Unis et sous sa direction. Et dans ce rapport, qui est public, là encore, c'est pas des secrets, il explique que les plus de 927 sanctions n'ont pas obtenu leur objectif, renverser Nicolas Maduro. C'est écrit noir sur blanc. Mais ont contribué à une crise économique sans précédent et ont provoqué le départ de 7 700 000 Vénézuéliens. Je ne vous garantis pas que le chiffre est bon. Enfin, effectivement, il y a eu un départ massif de Vénézuéliens. Après, il y a tout eu. Il y a eu tentative de coup d'État, il y a eu des appels au traité interaméricain d'assistance réciproque pour organiser une opération militaire au Venezuela. Il y a eu l'opération Védéon, qui a évoqué très rapidement Romain, c'est-à-dire organisée depuis la colonie. Et là, celle-là, elle est particulièrement intéressante. Parce que c'est pas une opération. Alors, on a souvent présenté ça comme une opération de pied mutué, parce que ça a échoué. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout, parce qu'entre les mercenaires colombiens qui étaient dirigés par 3 mercenaires américains, Jordan Monroe et Juan Guaidó, il y a un contrat qui a été passé. Le contrat, il est public. Le contrat, il n'est pas secret, il a été publié, il a été confirmé par CNN, il a été confirmé par le Washington Post, il a été considéré par le Miami Herald, il est inconnu du monde de libération de l'Obs de l'Equateur. Bon. Et ce contrat, c'est un contrat de 212 millions de dollars. Pour, j'ouvre les guillemets, capturer, arrêter ou éliminer Maduro. C'est un contrat de type mafieux. C'est un assassinat possible qui était organisé. Donc c'était ça, la crise vénézuélienne. Et Gustavo Petro, dont on parlait tout à l'heure, il a dit il n'y a pas très longtemps aux médias, ce qui a provoqué une migration de millions de Vénézuéliens s'appelle le blocus économique imposé par les États-Unis. Et le gouvernement colombien de l'époque, d'Ivan Duque d'extrême droite, a contribué à sa réalisation. C'est devenu un véritable boomerang. Ils ont bloqué la vente internationale du pétrole, et c'est de cela que vivait la société vénézuélienne. L'appauvrissement immédiat a engendré la migration. Ça, c'est Gustavo Petro. Je passe rapidement. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui s'est passé là directement en lien avec
avec l'élection du 28 juillet prochain. Là, là pour le coup, j'essaie de vous donner des clés pour piger ce qui va se passer. Malgré tout ce foutoir organisé, cette destruction du pays, il y a toujours eu des négociations entre Nicolas Maduro et la droite radicale. Je précise une chose, quand on parle de la droite au Venezuela, il n'y a pas une droite au Venezuela. Il y a une extrême droite qui est encensée par le monde Libération, et puis il y a une droite plus classique, opposée à Maduro, mais qui joue le jeu à peu près démocratique. Mais même, y compris avec la droite radicale, il y a toujours eu des négociations. Il y en a eu en particulier en 2021, elles ont été suspendues parce que l'opposition et le gouvernement étaient parvenus à un accord dans lequel, entre autres, il était prévu que les États-Unis débloqueraient 3 milliards de dollars. On était en plein Covid pour permettre aux Vénézuéliens, au gouvernement vénézuélien de porter assistance à la population. Cet accord n'a jamais été respecté. Donc, le gouvernement vénézuélien a suspendu les négociations, et puis il les a repris un peu plus tard, et en allant très très vite, ça s'est réglé dans ce qu'on appelle des accords de la Barbade, qui ont eu lieu, l'accord de la Barbade, 18 octobre 2023, dans lequel les pays se sont mis, le gouvernement et l'opposition radicale se sont mis d'accord. Alors il y avait quand même il y a toujours la médiation de la Norvège, la participation de représentants des Pays-Bas, de la Russie, du Mexique, de la Colombie et du Brésil. Et l'objectif, c'était de déterminer les conditions de la prochaine élection présidentielle. Donc l'opposition est représentée par la plateforme militaire démocratique, pardon. Et on est arrivé à un accord, dans lequel en gros, je suis en train de chercher mes notes, je peux vous raconter sans notes après tout. Le gouvernement s'est engagé à ce que les élections soient dans un cadre démocratique, à ce que tous les candidats soient traités sur un pied égalitaire, à la présence d'observateurs internationaux, et y compris à réexaminer par le tribunal suprême de justice la condition d'un certain nombre d'opposants qui ont été déclarés inéligibles. D'ailleurs, on va revoir leur cas. Et manifestement, les partis n'ont pas toutes compris l'accord de la même manière. D'abord, quand on dit, par exemple, il faut que les élections aient lieu dans un cadre démocratique où tous les candidats aient leur chance, on a oublié de dire, entre parenthèses, que sur la tête de Nicolas Maduro, il y a un contrat des États-Unis, officiel, puisque la tête de Nicolas Maduro a pris par la justice américaine 15 millions de dollars. De sorte que, si à la limite, enfin c'est même pas à la limite, si on veut des élections dans lesquelles tout le monde a les mêmes chances, il faudrait déjà qu'on commence par supprimer cette épée de Damoclès qui pèse sur Maduro. Parce qu'on ne peut pas imaginer une seule seconde, qu'un candidat de droite radicale arrive au pouvoir et livre Maduro aux États-Unis, c'est le nouveau Assange, c'est le nouveau Abdallah, Ibrahim Abdallah. Donc déjà l'accord il n'a pas été respecté. Et puis le tribunal suprême de justice, il a examiné les cas des candidats qui étaient inéligibles, et il se trouve qu'il a confirmé qu'en particulier l'opposante, qui était y compris quasiment à droite encore de Juan Guaidó, María Corina Machado, était effectivement inéligible. Pourquoi est-ce que María Corina Machado est inéligible? Alors je vais vous dire, ça va aller vite. Elle appartient à une grande famille de l'oligarchie vénézuélienne, mais ça, à la limite, pourquoi pas. En 2002, elle a participé au coup d'État contre Chavez. Elle a organisé en 2004, mais ça, après tout, c'était légitime, le recueil des voix pour obtenir un référendum obligatoire contre Chavez, qu'il a gagné avec 59% des voix. Après, ça s'est compliqué en 2014, parce qu'elle était députée, et elle a pris la parole devant l'Organisation des États américains comme ambassadrice du Panama. C'est-à-dire que le Panama lui a prêté son siège pour qu'elle puisse demander à l'OEA de sanctionner le Venezuela. Il se trouve que pour faire ça, il aurait fallu qu'elle demande l'autorisation de l'Assemblée nationale. Elle ne l'a pas fait, elle a été déclarée illégitime. Si je fais une comparaison, c'est imaginer, alors je ne sais pas qui choisit, Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, un des deux, on va dire, à qui la Russie prêterait son siège à l'ONU pour demander des sanctions contre la France.
Vous voyez, vous imaginez un peu le Bataclan? Ben, c'est ça. J'imagine bien. Donc elle a été rendue illégitime une première fois. Et puis ultérieurement, elle a participé à ce qu'on a appelé la campagne de pression maximum contre le Venezuela. Elle a appelé en permanence à une aggravation des sanctions. Elle a appelé ouvertement une intervention militaire au nom de la responsabilité de protéger, qui est un concept qui a été inventé par, j'allais dire l'industrie des droits de l'homme, mais je ne veux pas être mal interprété. J'ai rien contre la protection des droits de l'homme. Sauf que c'est aussi devenu l'industrie là-dessus. Il y aurait un débat entier à faire sur la manière dont c'est utilisé. Enfin bref, je veux dire, elle a participé à la déstabilisation du pays et de ce fait, elle a été déclarée inéligible. Je précise que dans les mêmes conditions, en France, je vais vous lire l'article 411.4 du Code pénal. Le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère ou avec une entreprise d'organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents en vue de susciter des hostilités ou des actes d'agression contre la France est puni de 30 ans de détention criminelle et 450 000 € d'amende. Sauf que dans ces conditions, María Corina Machado, on avait déjà le gendre idéal Juan Guaidó, maintenant c'est Sainte María Corina Machado, la martyre de l'opposition vénézuélienne. Martyr qui en 2018 signe des accords de son parti avec le Likoud pour agresser le Venezuela. Bon. Donc, elle est déclarée inéligible. Ça ne l'empêche pas de se présenter aux primaires de la droite. Elle sait. Les primaires, la droite organise les primaires, c'est en octobre 2023, il y a 14 candidats, il y en a 3 qui sont inéligibles. Se présente quand même, pas grave. C'est-à-dire que l'égalité au Venezuela, c'est rien. Elle est élue, alors nous dit Le Monde, la victoire de María Corina Machado a tourné en raz-de-marée. Je vais me permettre de relativiser. Alors l'opposition a annoncé qu'elle avait réuni 2 253 000 voix. Personne ne l'a contrôlé. L'opposition a refusé la participation du Conseil national électoral. Donc ils annoncent 2 millions de votants, pourquoi pas d'ailleurs, c'est à peu près, c'est plausible. Elle gagne avec 93% des voix. C'est un score à la soviétique, si je peux me permettre. Mais en fait, ça représente 10% du corps électoral. Ça ne fait pas de María Corina Machado la candidate de droite qui va battre, ou qui aurait battu, ou qui battrait Nicolás Maduro. Elle est élue avec... bon, évidemment, il y a des dirigeants de droite qui s'insurgent contre María Corina Machado parce qu'ils n'ont pas pu participer dans des conditions normales à la primaire. Il y en a qui dénoncent des irrégularités, etc. Donc de sorte que l'histoire de María Corina Machado, ça devient compliqué. Alors elle jure, on ira jusqu'au bout. On est toujours dans l'affrontement avec Maduro. Et puis là, on arrive à quelques jours quand même de la déclaration des candidatures, où ça devient un peu chaud. Donc il y a un candidat de droite qui lui se déclare, parce qu'il dit on ne peut pas laisser le champ libre. Donc il se déclare, donc il y a une bagarre interne dans l'opposition. Et María Corina Machado, je veux dire, elle désigne une candidate qui va la remplacer. Alors elle la désigne parce que son prénom c'est Corina. C'est une vieille dame, j'ai rien contre les vieilles dames, je suis un vieux monsieur, enfin presque. Enfin oui, si. Corina Loris, que personne ne connaît, qui n'a rien à dire, qui n'a strictement rien à faire, mais comme elle s'appelle Corina, c'est elle qui va remplacer María Corina Machado. Et là, évidemment, les autres membres de la plateforme d'unité démocratique, les autres partis de droite, s'insurgent. Non, mais attendez, c'est pas possible, ça va pas du tout. Et donc, finalement, ils décident, au cours d'un conclave, auquel ne participe quasiment personne, les chefs de parti, que María Corina Machado va être remplacée par un monsieur qui s'appelle Edmundo González, que aucun Vénézuélien ne connaît, que moi je ne connaissais pas, que tu ne connaissais pas. Ça ne m'étonne pas. Non, parce que Romain, il connaît mieux que moi encore le Venezuela, les arcanes de la vie politique que personne ne connaît. Et donc là, on est dans une situation qui est assez effarante, y compris assez drôle. C'est que Edmundo González, il a annoncé qu'il n'allait pas faire campagne, parce qu'il est un peu fatigué. Donc, Biden est plus sportif que lui. Il est plus sportif. Et donc vous avez en ce moment María Corina Machado qui fait campagne dans tout le Venezuela avec une affiche.
avec le portrait d'Edmundo González. Non, mais c'est... Bon, voilà, vous voyez le truc. Non, il faut raconter ça parce qu'ils ne vont pas vous le raconter, hein, mes confrères. Alors, qu'est-ce qui fait que... Donc, il est inconnu, il est âgé, il n'a pas grand-chose à dire. Lorsqu'on les journalistes lui posent la question, quel est votre programme économique, il dit, non, mais il n'y a pas de problème, ça a déjà été conçu par María Corina Machado. C'est authentique. Les conférences de presse. Il n'a aucun dirigeant, lorsque María Corina Machado, dans sa campagne, il n'y a aucun dirigeant des autres partis de droite qui viennent, qui sont à la tribune. Elle est toute seule à la tribune. Ils sont en train d'organiser, enfin, ils voulaient organiser des commandos de campagne, mais elle veut que ça soit sous la coupe de son parti. Donc, en fait, elle est complètement isolée. Or, il se trouve que son parti, son petit parti, VLT Venezuela, bien Venezuela, n'est pas enregistré légalement. Parce qu'il n'a jamais participé à aucune élection. Et donc, il n'est pas en capacité, comme on dit maintenant, d'organiser une campagne électorale dans tout le pays. Il nommait des assesseurs, tout le truc est là. Donc, évidemment, alors en plus, la présence de María Corina Machado, ça électrise les chavistes, donc, y compris ceux qui sont hésitants, fatigués, critiques par rapport à Maduro. Je veux dire, ils sont un peu comme ici, vous êtes sans doute face à Bardella. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, ça contribue à regrouper les chavistes, même les mécontents. Et alors, maintenant, il y a deux thèses. Vraisemblablement, effectivement, Nicolas Maduro a de très très fortes chances de l'emporter. Et s'il l'emporte, alors là, pour le coup, on va vous dire, c'est pas une élection démocratique. L'Union européenne était invitée à envoyer des observateurs, mais l'Union européenne a annoncé qu'elle maintenait ses sanctions. Donc le gouvernement du Venezuela dit, on ne va pas vous laisser comme observateurs des gens qui nous sanctionnent. Ça n'a aucun sens. Donc l'Union européenne hurle au fait que les élections ne seront pas régulières. Et donc Nicolas Maduro a de très très fortes chances de l'emporter. Et en imaginant même que Edmundo González l'emporte, parce qu'il faut examiner toutes les hypothèses, celle qui est la plus probable, c'est qu'il resterait au pouvoir 3 mois, qu'il supprimerait l'éligibilité de María Corina Machado et qu'il réorganiserait immédiatement de nouvelles élections présidentielles. Mais il ne peut pas. Il y a des institutions de l'État. Alors, il faudrait faire le ménage dans la justice. Mais dans les hypothèses qu'on peut faire, alors effectivement, la difficulté quand même qu'ils auraient, c'est que l'Assemblée législative, elle est dominée par le chavisme, le tribunal suprême de justice, je veux dire, il est ce qu'il est. Donc voilà la situation, voilà en gros ce qu'il faut que vous sachiez par rapport à ce qui va se passer le 28 juillet prochain. Voilà, je vous remercie de votre patience, je vous remercie de votre invitation. Et vous peut-être que quand je termine. Bon, écoutez, moi j'ai pris des notes. J'ai quelques ajouts, des questions, etc. sur ce qu'a dit Maurice. Je me suis rendu compte qu'on n'a pas parlé de la Bolivie. On a encore plein de trucs à se dire. On va prendre des questions, bien évidemment. Mais juste avant, je vais passer à allumer la bougie pour les 4 ans des Deux Rives. Et puis chanter avec vous. Je vais... Hop. Hop. Voilà. Allez, allons-y. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, les Deux Rives. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire.